Bonsoir et merci d'être venus donc nombreux à cette présentation, à ce Mairie Meeting. Alors le but de ce soir, c'est de vous présenter le métier de MOA. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont déjà MOA en mission. Il y a ceux qui ne sont pas encore MOA et qui aimeraient s'orienter, se réorienter vers éventuellement de la MOA. Il y a ceux qui sont... Il y a des RH, nouvellement recrutés chez Meritis. Il est important qu'ils sachent ce que c'est qu'un MOA pour pouvoir les identifier, faire une sélection et les recruter. Et puis aussi des IA. Donc vous avez tous des intérêts différents, mais notre point commun, c'est d'arriver effectivement à comprendre les tenants et les aboutissants du métier de MOA. Alors là, c'est un peu formel, hein, il y a de la vidéo, tout ça, il y a la prise de son, c'est sonorisé, mais on est cool. Comme je l'ai mis dans l'invitation, on va faire quelque chose d'interactif. Sinon, si c'est juste pour vous balancer des PowerPoint avec plein de définitions, ça n'a aucun intérêt. Vous pourriez le faire chez vous. Vous mettez devant un ordinateur, puis vous tapez dans Google MOA définition, et il n'y aurait aucune plus-value à ce que je fasse ça. Donc, on va faire quelque chose d'interactif. Je vais demander un peu votre participation. On est cool, hein, c'est pas un examen. Moi, je suis plus stressé que vous. Hein. Le but, c'est vraiment qu'à la fin de cette soirée, le métier d'MOA, il n'ait plus aucun secret pour vous. Donc moi, je suis MOA expert, marché financier chez Meritis, comme vous l'avez vu dans l'annonce. Et donc ce soir, ce que je vous propose, c'est au travers d'exemples, de montrer toutes les interactions qu'il y a entre le MOA et les différents groupes, les différents acteurs d'un projet. Alors en fait, quand je l'ai préparé, je me suis dit, bon, j'allais pas vous inonder de définitions, donc j'en donnerai un minimum. Si on devait déjà dire ce que c'est qu'un MOA, donc MOA, vous savez, c'est maîtrise d'ouvrage, par opposition souvent à MOE, maîtrise d'œuvre. Le MOA, c'est simplement quelqu'un qui prend à sa charge la responsabilité de la gestion d'un projet. Voilà. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En même temps, bon, ok, c'est quelqu'un qui prend à sa charge la gestion d'un projet. Ce qui est important, c'est qu'il y a donc une affaire de responsabilité. Vous êtes responsable de l'avancement du projet, de la bonne réalisation du projet. Et en même temps, c'est pas son projet. Le MOA, c'est pas votre maison que vous construisez, c'est celle de quelqu'un qui vous a délégué la gestion de la construction de la maison. D'ailleurs, historiquement, ça vient du bâtiment et des travaux publics. Hein. On a beau être en IT, une société de conseil en finance, MOA, MOE, en fait, ça vient du BTP, du bâtiment et des travaux publics. Le MOA, c'était celui qui était en charge de la réalisation de l'ouvrage. Et les MOE, c'était les corps de métier. Ce sont d'ailleurs, on dit toujours MOA, MOE dans le bâtiment. Donc pour vous donner un ordre d'idée, vous êtes le maire d'une commune, et vous voulez faire construire un nouveau stade. Évidemment, ce n'est pas vous, le maire de la commune, qui allez le construire, mais vous le financez. Et vous allez dépêcher quelqu'un pour s'assurer que les travaux avancent correctement et que ce qui est livré à la fin correspond à ce que vous avez exprimé comme besoin au début. Un stade et pas une piscine. Donc, si on fait l'analogie avec le bâtiment et les travaux publics, le MOA, ça va être à la fois l'architecte et le responsable de chantier, mais il ne met jamais les mains dans le ciment ou dans la tuyauterie. Et les MOE, c'est tous les corps de métier. Alors chez nous, c'est beaucoup d'IT. Dans le bâtiment, ça va être les maçons, le carreleur, le couvreur, le plombier, voilà, tous ces corps-là. Alors on revient un peu, ça c'était pour l'historique, on revient un peu donc à notre MOA dans le secteur finance, assurance. Après, on a décliné ça dans plein de secteurs d'activité. Vous pouvez être MOA en aéronautique, en automobile, dans le luxe, l'agroalimentaire. À la base, le métier de MOA, c'est donc quelqu'un qu'on va mandater pour mener à bien un projet de bout en bout, c'est-à-dire du début du projet où le client, c'est comme ça qu'on l'appelle, le client va exprimer ce à quoi il veut arriver, ce à quoi il veut que son projet réponde comme besoin, jusqu'à la livraison. Alors nous, on parle souvent de livraison IT, hein, sont souvent des softwares, mais encore une fois, ça peut être un ouvrage, une construction. Donc, tout de suite, quand on pense maîtrise d'ouvrage, on pense compréhension du besoin d'un client, et surtout, énormément d'interactions. C'est pour ça que je suis allé un peu sur Internet pour préparer cette présentation, et en fait, il y a beaucoup de définitions. C'est pas évident parce qu'en fait, c'est un métier qui est très dynamique. Donc, ça se prête pas trop aux livres
ou à des successions de définitions. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire plutôt des slides où on verra les différentes interactions au fur et à mesure. Alors j'ai mis, voilà, le premier slide, les acteurs principaux d'un projet. En fait, au début de notre intervention, celle du MOA, il y a ce qu'on appelle des utilisateurs ou utilisateurs finaux. Je vais faire apparaître les différents groupes ici d'un projet, au centre duquel il y aura le MOA. Tous les termes que vous allez voir apparaître, en fait, je ne les ai pas choisis par hasard. C'est les termes consacrés, vraiment utilisés chez les clients, dans les entreprises. Et j'ai remarqué pour faire passer des soutenances chez le client, pour faire passer des entretiens ici, d'ailleurs j'en reconnais certains que j'ai vus, c'est des mots-clés que les clients aiment bien entendre en soutenance, et pas simplement pour leur faire plaisir, mais parce que au moins ça laisse supposer que le candidat qui est en face d'eux, qui prétend donc être MOA, qui a un beau dossier de compétences, il connaît le jargon du métier. Et donc ce jargon, en fait, c'est les jalons qui vont ponctuer le projet. Donc c'est vraiment important de les connaître. Il y en a parmi vous qui vont peut-être les découvrir pour la première fois, puis il y en a d'autres, ceux qui font déjà de la MOA, que vous avez déjà entendu parler. Donc vous avez déjà entendu parler. Typiquement, les utilisateurs finaux. Quand on parle d'utilisateurs finaux, on ne pense pas forcément à des consommateurs. Ça peut être des utilisateurs au sein d'une société. C'est simplement vers eux que le projet est dédié. La solution, le projet final, le logiciel, l'amélioration, la mise à jour, elle est initiée pour eux, et c'est vous qui êtes en charge de la bonne réalisation de tout ce développement. Ces utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils expriment un besoin. Donc, l'idée même de l'intervention d'un MOA, c'est ça. La genèse même de notre intervention, c'est l'expression d'un besoin. C'est pareil, si j'ai pris expression d'un besoin, pour ceux qui font déjà un peu de MOA, c'est parce que c'est l'expression consacrée. Les clients, ils veulent voir dans les CV, dans les dossiers de compétences, et ils posent la question en soutenance, est-ce que vous savez rédiger une expression de besoin? Donc, il ne faut pas ouvrir des grands yeux en disant, expression de besoin, c'est quoi? Donc voilà, c'est encore une expression type. Les utilisateurs finaux expriment un besoin, et à partir du moment où ils expriment un besoin, c'est là que nous, on intervient. On intervient parce que la mission de consultant, elle se prête à la réalisation d'un projet. On pourrait se dire, finalement, il y a un nouveau besoin, ils se débrouillent entre eux. Souvent, les utilisateurs, ils sont déjà occupés à faire autre chose dans l'entreprise. Ils ont un métier, gérer un projet, qui plus est un projet parfois conséquent sur plusieurs semestres, peut-être plusieurs années. Ils n'ont peut-être pas la ressource en interne. Donc le métier de consultant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de consultants MOA, ça se prête vraiment à la MOA. Parce que normalement, si le projet se passe bien, il y a une date de début et il y a une date de fin. Et après la date de fin, on le verra, il y a du support, il y a de la conduite du changement, mais voilà, votre intervention est terminée et puis vous repartez vers Meritis pour d'autres missions. Donc, qui dit projet dit forcément un timing, un début, une fin, et donc ça se prête à des missions. Donc on a les utilisateurs finaux qui expriment un nouveau besoin. Leur souci, lorsqu'ils expriment ce besoin, puisqu'ils sont déjà tous occupés à faire quelque chose, c'est de les servir, c'est d'améliorer leur travail au quotidien, soit en mettant à jour l'outil dont ils se servent, soit en acquérant un nouvel outil, et donc ils vont devoir faire financer ce projet. Très souvent, la personne qui finance le projet, c'est soit un des utilisateurs, soit c'est un sponsor en dehors des utilisateurs. Là, pour des raisons de présentation, je l'ai placé en dehors, mais voilà, le sponsor du projet, c'est-à-dire celui qui paye, il peut très bien être parmi les utilisateurs. Je vais donner un exemple concret. Vous êtes une équipe d'analystes financiers, vous dégagez de l'argent, les utilisateurs, c'est une équipe d'analystes financiers, ils ont un budget tous les ans, et ils peuvent se dire, bon voilà, une partie de ce budget, on va l'allouer à la réalisation d'un projet, on va embaucher un MOA, et c'est eux-mêmes qui sponsorisent leur projet. Mais parfois, ça peut être pour des raisons évidentes, un sponsor extérieur. Vous imaginez, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? La banque de détail. Si on veut créer une application smartphone pour payer chez les commerçants, l'utilisateur final, c'est le consommateur. Évidemment, le sponsor ne fait pas partie des consommateurs. On ne va pas aller dans la rue en disant, en fait, j'ai vu que vous étiez client de la banque XYZ, ça vous dirait d'être sponsor d'un projet et de le payer. Donc parfois, le sponsor, il fait pas toujours partie du groupe des utilisateurs finaux. Pour que le sponsor accepte de financer le projet qui répond aux besoins des utilisateurs finaux, il faut qu'ils aient des intérêts convergents dans ce projet. C'est normal. Il y en a qui ont besoin d'améliorer quelque chose au quotidien de leur travail, et les autres, on leur demande de faire un chèque.
Alors j'ai donné des exemples. Pour les uns, ça peut être des intérêts commerciaux, pour les autres, ça peut être des intérêts financiers, juridiques, marketing, enfin il y en a vraiment plein. On verra plus tard avec un cas pratique, et il y en a une infinité, où un sponsor n'est pas forcément donc un utilisateur de l'application que vous allez livrer, que vous allez améliorer, mais il peut indirectement avoir un intérêt vraiment important à ce que le projet se réalise. Et dire, effectivement, je ne suis pas l'utilisateur, mais pour moi, dans le cadre de mon métier, ce sera quand même intéressant, donc j'accepte de faire le chèque. Et c'est là qu'intervient le chef, j'ai mis chef carrément. Alors, MOA, le chef de projet MOA. Alors, juste une chose, vous n'hésitez pas, j'ai voulu que ça soit un peu interactif, donc à poser des questions, à m'interrompre, parce qu'un peu plus tard, je vous solliciterai. Là, je vous fais une présentation du schéma des différents acteurs qui gravitent autour du métier de MOA et qui, en fait, définissent ce que c'est que le métier de MOA. Et voilà, si vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas à tout moment. C'est pas un cours magistral, sinon on aurait fait une vidéo tout seul et puis on l'aurait balancé sur Internet. Voilà. Alors, le chef de projet, il est embauché pour une chose fondamentale, sa compétence métier. En fait, les utilisateurs sont donc des spécialistes. Ça peut être des spécialistes en mécanique, en aéronautique, en finance, en assurance. Ils veulent réaliser un projet. Le sponsor est d'accord pour faire le chèque. Bon, très bien. On n'a personne en interne pour s'en occuper. On va faire un appel d'offres. On envoie à toutes les sociétés sur l'application. Voilà, on cherche un MOA qui pendant... alors, on ne sait pas combien de temps. Ça, on va évaluer combien de temps il faudra pour réaliser le projet. Mais on cherche un MOA pour venir porter ce projet jusqu'au bout. La première qualité qu'on demande à un MOA, donc, c'est sa compétence métier. Parce que les utilisateurs finaux, même si le terme, là, il est un peu générique, ce sont des spécialistes. Ce sont des financiers, des assureurs, ce que vous voulez, et des agronomes. Et le MOA, sa première tâche, je ne veux pas dire difficulté, mais sa première mission, c'est déjà de comprendre le besoin exprimé. Donc, vous comprenez bien que si vous êtes MOA spécialisé, je ne sais pas, moi, vous avez fait dans l'aéronautique et que vous voulez vous reconvertir et faire de la MOA dans la finance, peut-être qu'au début, il y aura un temps d'adaptation pour comprendre le jargon, le vocabulaire spécifique à chaque secteur d'activité. Okay. Donc c'est ça qu'on appelle par la compétence métier, c'est vraiment être capable assez rapidement, parce qu'on demande au MOA d'être opérationnel et d'être autonome assez rapidement, de comprendre le besoin exprimé. Parce que le besoin, il est souvent exprimé en termes techniques, fonctionnels. Quand je dis technique, c'est pas IT, mais en termes fonctionnels. Donc il est recruté pour ça. Et dans les entretiens, donc outre les mots-clés que veulent entendre les clients lorsqu'ils font passer des soutenances à plein de candidats. Vous savez que pour un appel d'offres, il y a plein d'SS2I, il y a plein de sociétés de conseil qui envoient leurs consultants au charbon passer ces soutenances. Non seulement ils veulent tester leur méthodologie, ça c'est ce qu'on fait ce soir, c'est vraiment que vous ayez les mots-clés, les expressions, que ce soit pour votre CV, pour les soutenances et même pour après. C'est pas juste pour vendre du rêve aux clients le jour de l'entretien, c'est aussi pour tout le déroulé de la gestion de projet. Ce sont des jalons qui seront vraiment très très utiles. Mais je sais que parmi vous, il y en a déjà qui connaissent certains de ces jalons. La deuxième partie, ça c'est pas l'objectif de ce soir, c'est la compétence métier. La compétence métier, ça s'acquiert avec le temps, avec les formations. Là, chez Meritis, il y a plein de formations. Si vous voulez vous former, vous voulez être MOA assurance, parfois il faut faire des certifications pour connaître le jargon de l'assurance, les produits types, avant de répondre à des appels d'offres, aller chez le client. Parce que vous êtes sûr, je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà passé pas mal de soutenances, les clients, ils challengent sur deux choses. La méthodologie de gestion de projet. Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui va savoir gérer un projet? Il va être autonome, je ne vais pas pouvoir être derrière lui tous les jours à voir où il en est. Donc, est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il connaît les méthodologies de gestion de projet? C'est ce qu'on voit ce soir. Et puis aussi, quand il va aller parler à mes fameux utilisateurs finaux, est-ce qu'ils vont se comprendre? Est-ce qu'ils parlent même le jargon? Les assureurs, il y a un jargon particulier. Les traders, il y a un jargon particulier. Les actuaires, encore d'autres, les asset managers. Donc ça, c'est la compétence métier. Mais c'est pareil, il n'y a rien de difficile. Tout s'apprend, que ce soit via des formations ou sur le terrain. Après, selon que vous êtes MOA, nouveau MOA, junior, plus senior, parfois c'est spécifié dans l'appel d'offres. Si on demande parfois des MOA experts, compétences métiers, c'est justement parce que il y a un besoin fort fonctionnel et qu'on veut que le consultant soit autonome tout de suite et qu'il comprenne tout de suite le besoin du métier.
Mais il y a des missions, c'est spécifié. C'est pas grave s'il y a un MOA débutant, on a du temps. Parfois, les utilisateurs peuvent expliquer certains termes. Voilà, il ne faut pas se mettre la pression. Alors, ce MOA donc, qui arrive, qui est un consultant externe, de préférence Meritis, c'est ses premiers jours. Il va identifier les utilisateurs finaux et puis il va recueillir ce qu'on appelle le recueil de l'expression de besoin pour voir exactement ce qu'attendent ces utilisateurs, ce qu'ils veulent, ce qu'il faut développer, en tout cas la finalité qu'ils souhaitent atteindre. Ça, tout ce groupe-là, c'est ce qu'on appelle le client. Le MOA, alors j'ai tiré un trait vertical, le MOA, il est du côté du client. Même si ça peut paraître bizarre, parce qu'en fait, nous sommes consultants indépendants, donc finalement, on est externe, on travaille pour Meritis. À partir du moment où vous rentrez en mission chez un client, en tant que MOA, pas en tant que MOE, en tant que MOA, vous êtes le représentant de ce client. C'est-à-dire que le client a fait un chèque, le sponsor, pour financer le projet. Pour arriver à mener à bien ce projet, vous êtes le représentant, vous êtes la vitrine du client auprès d'autres groupes, c'est-à-dire les MOE, qui vont mettre en place tout ce qu'il faut pour construire et élaborer ce projet. Alors souvent, c'est pareil, les mots que j'ai choisis, donc là c'est vraiment les mots-clés, hein, les intérêts convergents, le sponsor, parce que c'est comme ça que ça se dit, les utilisateurs, l'expression de besoin, client et fournisseur. Ça peut paraître bizarre un peu de dire client et fournisseur parce que ça fait un peu épicerie, mais c'est comme ça, le jargon dans la gestion de projet, on parle d'un client ou des clients et du fournisseur, même si c'est du software. Alors côté fournisseur, vous en avez déjà entendu parler, c'est les MOE, les développeurs, les équipes techniques, et eux, ils sont recrutés sur leurs compétences techniques. Alors, il y a une grande frontière entre le client et les fournisseurs. Les uns que vous représentez, c'est-à-dire vous représentez le client, vous avez la compétence métier, et les autres, de l'autre côté, le fournisseur, eux, ils ont la compétence technique. Donc vous devez être impeccable et savoir exactement ce à quoi vous voulez arriver, la solution finale. Le fournisseur, lui, c'est comment on va y arriver. Et donc forcément, déjà, on devine, pour ceux qui n'ont pas encore fait de l'AMOA, qu'il va y avoir des interactions très fortes entre l'AMOA et le MOE, et des discussions, souvent récurrentes d'ailleurs. Donc il y a un lien très fort. Encore une fois, l'idée, c'est de rationaliser la gestion d'un projet. Tout le monde ne va pas se mettre à parler aux techniciens, aux développeurs, à l'équipe MOE. Quand je dis tout le monde, ce n'est pas le sponsor, ce n'est pas les utilisateurs. Les utilisateurs, eux, ils retournent à leurs travaux respectifs. Ça va déjà être une tâche importante et pas toujours aisée pour les MOA de trouver du temps auprès des utilisateurs. Mais les utilisateurs, justement, se servent d'un MOA pour déléguer le travail. Tout le travail de communication qu'il va y avoir, d'échange de documents entre la MOA et la MOE. Donc c'est pour ça que je mets un peu cette frontière, mais elle est réelle. Alors ces échanges, j'ai mis cahier des charges et spécifications fonctionnelles. Alors, autrefois, dans les méthodes dites classiques de gestion de projet, tu veux pas t'asseoir, tu me fais de la peine. Non, tu me fais de la peine. Genre, on est tous... et c'est bizarre parce que moi je suis assis toute la journée, mais j'ai encore envie de m'asseoir. Enfin bon. Donc, dans les méthodes traditionnelles de gestion de projet, on appelait ça un cahier des charges. Un cahier des charges, c'était un document très important, rédigé par le MOA, donc c'est vous qui allez les rédiger, contractuel. C'est-à-dire qu'on écrivait exactement ce qu'on voulait voir comme livrable, comme produit, comme logiciel, ce à quoi on voulait arriver, les réponses fonctionnelles. Alors ce cahier des charges, il se fait en interaction avec la MOE, c'est-à-dire que vous n'allez pas rédiger n'importe quoi. Je veux une machine qui fasse le café, qui me dise la météo pour la semaine suivante, qui me sert les pompes, qui en même temps fasse des calculs. Il y a des contraintes techniques. Le MOA, a priori, sauf si vous avez été MOE avant et que vous vous êtes réorienté, ça arrive vers une carrière de MOA. Le MOA, en général, ce n'est pas un super technicien, donc il ne connaît pas les contraintes techniques. C'est pour ça que la flèche est dans les deux sens. Il va rédiger une première version du cahier des charges et c'est grâce aux échanges qu'il va avoir avec la MOE, les échanges qu'ils vont avoir ensemble, que ceux qui ont la compétence technique, les développeurs, les architectes, vont pouvoir dire bon, ok, on comprend votre besoin, ça c'est pas possible, ou ça c'est possible mais c'est très cher, ça c'est possible, c'est pas très cher mais ça va être long à développer. Et donc c'est au fur et à mesure de ces allers-retours que vous allez pouvoir vous entendre sur la solution qui va être arrêtée, sachant que entre le besoin exprimé par les utilisateurs finaux, ou eux, les contraintes techniques, ils ne connaissent pas, ils vous expriment vraiment l'idéal, ce qu'ils aimeraient avoir dans le meilleur des mondes, il va falloir communiquer en tant que MOA. Le MOA, c'est l'intermédiaire entre les utilisateurs et la MOE. Il va falloir communiquer parfois pour expliquer aux utilisateurs finaux, bon, vous aviez un besoin,
hein, c'était l'arc-en-ciel, c'était super, c'est les pays des bisounours. Techniquement, il y a des choses qui ne sont pas faisables. Techniquement, il y a des choses qui sont très chères. Il va falloir arbitrer. Ça ne veut pas dire que le projet tombe à l'eau et qu'on ne va rien faire, mais ça veut dire juste que est-ce qu'on peut arriver selon les moyens qu'on a, les contraintes qu'on a, contraintes techniques, temporelles et budgétaires, est-ce qu'on peut quand même arriver à une solution qui réponde aux besoins originaux. Et ça, en général, c'est possible. C'est vraiment très rare que soit le sponsor, soit les utilisateurs disent, ça arrive, mais c'est rare qu'ils disent, bon, ok, le consultant, on le vire. Finalement, il n'était pas inutile, il a fait une étude préalable, un cadrage, mais en fait, voilà, c'est pas possible. En général, on a toujours une solution qui répond aux besoins qui a été exprimé au début, même si c'est pas forcément la solution idéale qu'avaient fantasmé les utilisateurs finaux, qui sont des utilisateurs et qui ne sont pas des techniciens. Alors voilà, bon, donc il y a les solutions proposées, donc c'est pareil, c'est des interactions, des allers-retours entre l'AMOA, les MOE, et évidemment en fonction de ce qui va être retenu, il va y avoir un calendrier qui va être fixé, et puis un budget, parce que encore une fois, tant que vous n'avez pas eu le retour des MOE, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas vous engager auprès de votre client. Le client, c'est les utilisateurs finaux et le sponsor qui vont payer, ils payent déjà votre intervention, le consultant qui vient. Mais tant que vous n'avez pas fait ce cadrage et que vous n'avez pas eu cette estimation, vous ne pouvez pas vous engager sur le coût. Alors c'est hyper concret, hein. C'est quand vous regardez les définitions sur Internet, ils vous mettent des pavés en disant voilà, le MOA, il est responsable de la gestion du budget, de ça machin. Quand on lit assez rapidement, on ne se rend pas compte vraiment de l'enjeu. Mais l'enjeu, il est réel, hein. Vous arrivez chez des gens qui vont faire un chèque, qui vous payent chaque jour. Et il va falloir que vous leur disiez à un moment, bon voilà, vous vouliez une solution qui va répondre à tel besoin. J'ai fait les points avec l'IT, les MOE, ça fait plusieurs jours qu'on fait différents allers-retours. Voilà, je vous propose différents scénarios. Ouais. Et souvent, c'est le sponsor avec les utilisateurs finaux qui vont trancher. Donc la solution super coûteuse, hein, la belle voiture qui sait tout faire avec toutes les options, c'est cher, ça va prendre du temps. Un truc tout pourri qui répond à pas grand-chose, mais qui n'est pas cher du tout. Et puis une solution peut-être intermédiaire. Mais souvent, quand on est MOA, voilà, il faut être souple, il faut être agile, et il faut être capable de proposer des scénarios alternatifs aux sponsors et aux utilisateurs. Pas dire juste, c'est ça coûte tant, et puis c'est ça ou rien. Sinon, ça va pas très bien se passer. On demande aux consultants MOA d'être un peu souples, quoi. Et du coup, on organise ce qu'on appelle des comités de pilotage. Il y en a peut-être certains parmi vous qui ont déjà participé à ça. Ça fait du monde tout ça, hein. Le sponsor, parfois c'est les sponsors, hein, il peut y en avoir plusieurs. Les utilisateurs finaux, ils peuvent être très 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 nombreux. Le MOA, là j'ai fait une icône avec un MOA, mais parfois c'est une équipe de MOA, si les projets, si les logiciels sur lesquels on travaille sont très importants. Et alors les développeurs, c'est pareil, hein, les équipes techniques, ça peut être très très nombreux. Alors pour pas que ça soit la foire d'empoigne quand on discute de est-ce qu'on fait ce projet, est-ce qu'on ne le fait pas, on peut mettre en place des comités de pilotage. C'est à l'initiative du MOA. Donc le MOA, ce n'est pas simplement des qualités de compréhension du besoin du client, c'est aussi des qualités organisationnelles et managériales. Donc il faut être capable, souvent on dit ouais, quand on est MOA, il ne faut pas être trop timide. Ça se travaille, mais il faut être capable d'organiser des réunions, des meetings où vous allez convier des gens qui vous diront toujours j'ai pas le temps. Je suis utilisateur final, moi j'ai pas le temps, et là je suis sponsor, j'ai un autre métier à côté. Il faudra quand même trouver le temps, hein. Vous avez Outlook, vous trouvez le temps dans les agendas de chacun, c'est l'intérêt de chacun, il y a ceux qui payent, il faut qu'ils sachent pourquoi ils payent, pourquoi ils s'engagent. Les utilisateurs finaux, c'est pareil, c'est important qu'ils soient au comité de pilotage, et puis pareil, les développeurs. Alors en fait l'idée c'est qu'il n'y ait pas tout le monde. En général les comités de pilotage, il y a un représentant de chaque équipe. Donc vous allez avoir un représentant de l'IT, le chef des développeurs par exemple, un représentant clé des utilisateurs finaux, ça peut être un ou deux, et pareil, le sponsor du projet et vous. Et ensemble, à ce comité de pilotage, on a toutes les cartes sur la table. Vous, MOA, vous avez tout présenté, éventuellement les différentes alternatives, les différentes solutions, la faisabilité. Bon, si on en est là, c'est qu'en général, le projet est plutôt faisable, mais dans quel délai, quel coût. Comité de pilotage, souvent, c'est un moment où les utilisateurs finaux, ils prennent un coup sur la tête, quoi. Parce qu'ils découvrent qu'entre ce qu'ils ont exprimé et ce qu'on propose, soit c'est possible, mais c'est long et cher. C'est toujours trop long et cher, d'ailleurs. Surtout pour le sponsor. Et soit, il va falloir faire des coupes, et puis le truc ne sera pas aussi ergonomique qu'il avait imaginé. Il voulait de la 3D en temps réel, tout ça. Bon,
Voilà, c'est encore une fois, il y a l'idéal, il y a le fantasme des utilisateurs, et puis il y a les solutions qui peuvent être livrées dans des délais, on va dire, raisonnables, mais du coup un peu moins pléthoriques en termes de fonctionnalité, d'ergonomie, de 3D, de temps réel. Parce que tout ça, ça coûte beaucoup de sous. Alors, donc voilà, ça retenez ce schéma, client, fournisseur, les interactions, les différents intervenants, les intérêts convergents. Maintenant, on va zoomer un peu plus du coup sur ce qui nous intéresse, le métier de MOA. Le maître d'ouvrage, donc on l'a dit, lui, il est responsable d'un projet qui n'est pas le sien. Il va construire une maison, mais ce n'est pas la sienne. Et il est responsable que voilà, tous les corps de métier qui interagissent s'entendent bien, se coordonnent bien pour arriver au résultat final et livrer l'outil qui répond aux besoins qui avaient été au début exprimés par les utilisateurs finaux. Alors, le maître d'ouvrage, on va faire un peu la chronologie du cycle de son intervention. La première chose, c'est de cadrer le projet. Ce qu'on appelle le cadrage du projet, donc pareil, c'est des mots-clés, c'est des expressions clés. Un client, quand il voit sur le CV que vous avez fait du cadrage de projet, bon, déjà, il est super content. Mais il faut comprendre évidemment ce qu'il y a derrière. Le cadrage du projet, c'est la phase qu'on appelle souvent la phase d'avant-projet. Il se peut très bien qu'après le cadrage, il n'y ait pas de projet. Donc ça arrive, vous êtes resté quelques jours, quelques semaines chez le client, et puis il dit finalement, dans le cas du cadrage du projet, on s'est rendu compte que l'étude d'opportunité ou les coûts faisaient que c'est pas intéressant, ou conjoncturellement, ça arrive, il y a un freeze de budget, cette année on n'a pas fait de bons résultats, c'est pas mal ce que vous nous proposez, mais c'est trop cher, on va pas le faire. Et il se peut que 2 ans plus tard, on vous rappelle, on republie un appel d'offres, ça, on a vu, mais tous ceux qui font de la MOA depuis des années, ils le savent, régulièrement, on revoit des appels d'offres apparaître pour des choses qui, pendant le cadrage, en comité de pilotage, le sponsor et les utilisateurs avaient dit, bon, finalement, on ne le fait pas. Et puis finalement, ça revient au goût du jour parce que les budgets sont débloqués, parce que l'année d'après, on a fait des bons résultats et que le besoin, il est toujours là, quoi. Donc, le cadrage du projet, c'est vraiment ça, c'est recueillir le besoin des clients et de là, faire une étude d'opportunité et de coût. L'étude d'opportunité, c'est un travail qui est important chez le MOA et parfois il est négligé. C'est finalement, le client a un besoin. Est-ce que, ça prend un peu de temps l'étude d'opportunité, est-ce que finalement en interne, il n'y a pas déjà quelque chose qui a été développé et qui répondra à ce besoin? C'est véridique, surtout dans des entreprises qui sont très très grosses. Parfois, un département va faire appel à un MOA pour aider à développer une solution et un autre département avait déjà travaillé là-dessus. Et finalement, ça arrive de dire, écoutez, moi j'ai fait mon étude d'opportunité dans la banque, dans votre département. Il se trouve qu'il y a 3 ans, il y a un groupe d'utilisateurs qui avait la même problématique. Ils ont développé quelque chose. On ne va pas réinventer la roue. Ça va coûter cher, ça prend du temps. Ce que je vous propose, c'est de se coordonner avec eux et éventuellement de dupliquer, dans la mesure du possible, avec les spécificités de chaque département, la solution qu'ils ont développée. Dans ce cas-là, avec l'IT respective, vous leur présentez la solution et vous dites, regardez, ça existe déjà dans la maison. Étude d'opportunité, ça existe déjà dans la maison, ça va coûter évidemment beaucoup moins cher que de reconstruire un truc qui ressemblerait à ça, from scratch, même si le client au début se disait c'est pas tout à fait exactement ça qu'on voulait, mais si ça répond aux besoins, ça fait partie de l'étude d'opportunité. Donc l'étude d'opportunité, c'est vraiment, avant de foncer tête baissée, je suis MOA, il faut vite que je livre une solution clé en main le plus rapidement possible, c'est de se dire, 2 secondes, je prends le temps de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose, un outil qui répond à ça dans la maison? Et très souvent, plus les sociétés sont grandes, et plus les études d'opportunité sont stratégiques, parce que la solution peut exister dans un département. Inversement, dans une petite structure qui fait appel à un consultant extérieur pour mettre en place un projet, en général, dans les petites structures, ils savent à peu près tout ce qui se passe. Donc, s'ils font appel à vous, l'étude d'opportunité va être très rapide. L'IT, c'est 3 personnes. Ils vous diront tout de suite, non, mais ça, on ne l'a jamais fait. Voilà. Mais en revanche, dans des grosses sociétés, il se peut, même sur des sites différents, il se peut qu'il y ait déjà une solution qui ait été développée. Donc, le cadre, là, ça n'a toujours pas commencé dans le projet. C'est le cadrage du projet. Donc, on a recueilli le besoin. On a fait l'étude d'opportunité pour savoir si c'était justement opportun de commencer un projet, commencer des développements. Et puis surtout, rendre des comptes en ce qui concerne le coût que ça peut coûter si on décide de le faire ensemble, le coût et les délais. Donc là, on est sur le cadrage du projet. Encore une fois, ça arrive que à la fin du cadrage, le sponsor ou les utilisateurs se disent super, la solution, on l'avait en interne, mais on ne l'avait pas vue parce qu'on n'avait pas le temps. On a le nez dans le guidon tous les jours avec notre travail respectif. Merci beaucoup de votre intervention. Au revoir. Ou sinon, il n'y a pas la solution, mais c'est trop cher. Enfin, il peut y avoir plein de raisons X ou Y pour lesquelles on décide de ne pas réaliser un projet. Si le projet se réalise,
il y a ce qu'on appelle la conduite du projet. Alors la conduite du projet, j'ai mis MOA/PM, parce que c'est des termes qu'il faut connaître. Bon, MOA, vous connaissez maintenant, maître d'ouvrage. PM, c'est Project Manager. La conduite du projet, souvent, quand on est sur des petits projets, le MOA, il fait à la fois du suivi de projet, donc il va rédiger les documents à l'intention des développeurs, de l'IT, en disant, voilà, je veux ça, comme un architecte, je vais faire des traits, on veut une machine qui fasse ça, tout ça, ça. Et en même temps, il s'occupe de l'avancement, du planning, de l'allocation des ressources, de la gestion du budget, de la remontée d'éventuelles alertes. Est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard? En fait, là, le MOA, il est vraiment chef d'orchestre, quoi. C'est-à-dire qu'il a les mains dans le cambouis et en même temps, il rend des comptes en comité de pilotage pour dire, bon ben voilà, où est-ce qu'on en est en termes de planning et de budget. Mais sur des projets très gros, on voit bien que c'est chronophage et dans ce cas-là, on split le métier de MOA en deux. D'un côté, le MOA, qui lui va se consacrer uniquement à l'aspect fonctionnel du projet, c'est-à-dire l'interaction avec les développeurs, les équipes techniques, l'IT. Il se remonte les manches avec eux et voilà, il spécifie, il décrit le mieux possible, de manière la plus détaillée possible, le besoin original du client. Ça prend énormément de temps, avec toutes les interactions qu'on a vues entre les deux équipes. Et du coup, il faut quelqu'un d'autre pour s'occuper du calendrier. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé des fonctions supplémentaires, PM. Mais parfois, dans les appels d'offres, vous verrez, là c'est clairement marqué en général, dans l'appel d'offres, il y a marqué on recherche un MOA, ou on recherche un MOA/PM, ou on recherche juste un PM. Voilà. Donc déjà, si vous savez qu'il recherche juste un PM, un project manager, donc lui, il s'occupe de la logistique, de l'allocation des ressources, du budget, il rend des comptes en comité de pilotage, beaucoup de communication, des présentations, des slides, la consommation du budget, les retards, le respect des délais. Lui, il est vraiment un niveau au-dessus, j'allais dire, en termes de logistique et de gestion. Vous savez que vous avez affaire à un très gros projet, quoi. S'il est marqué dans l'appel d'offres, on cherche un MOA/PM, ça veut dire que c'est un projet, en tout cas, qui est estimé d'envergure relativement modeste, où le MOA peut arriver à faire les deux. À la fois recueillir le besoin, travailler avec les développeurs, mais en même temps faire du calendrier, du resourcing et de la gestion de budget. C'est important parce que vous pouvez faire toute une carrière de MOA sans jamais avoir affaire à ça, c'est-à-dire de la gestion de calendrier et de budget. Et dans ce cas-là, en fait, c'est ce qu'on appelle le suivi de projet. Donc la MOA, c'est sûr, hein, elle fait toujours la suivi de projet. Peut-être vous avez forcément entendu parler de l'expression spécification fonctionnelle. Je pense que si on devait conserver peut-être deux termes pour un MOA, deux expressions, ce serait le recueil du besoin et les spécifications fonctionnelles. Il y a plein d'autres choses, mais vraiment, c'est les deux clés de voûte du projet, en tout cas du métier de MOA. Après, si vous êtes /PM, vous avez aussi la conduite de projet. Je fais le distinguo entre conduite de projet et suivi de projet. Suivi de projet, c'est vraiment, vous voyez, toutes les interactions qu'il va y avoir avec les développeurs, et uniquement les développeurs, alors que le project management, mais ça fait aussi partie parfois du métier de MOA sur les petits projets. Là, c'est les interactions avec le sponsor, aussi les équipes des développeurs, les utilisateurs, tout ce qui est planning et budget. Donc le suivi de budget, la rédaction des spécifications fonctionnelles. On l'a vu tout à l'heure dans le schéma que j'ai montré. Autrefois, on appelait ça un cahier des charges, ce document contractuel où on listait tout ce à quoi on veut arriver au niveau de la solution qui va être livrée. Et puis, on s'est rendu compte que ces cahiers des charges, ce n'était pas très efficace parce que ça faisait des centaines et des centaines de pages. C'était long à produire. Et puis, le temps que le MOA il le rédige, la MOE, elle attendait le cahier des charges. Et puis, une fois que la MOA avait pondu un cahier des charges de 400 pages, elle envoyait la MOE. La MOE l'étudiait. 400 pages, c'est pas en 2 jours qu'on étudie. Pendant ce temps-là, la MOA, elle se tournait les pouces. Et donc ça, c'est vraiment les méthodes archaïques de gestion de projet. Et on s'est rendu compte, bon, les gros pavés comme ça qu'on s'échange, parce qu'en plus, une fois que la MOE l'a étudié, au bout de plusieurs semaines, ils ont plein de questions. Ils la renvoient avec les questions à la MOA et on n'arrête pas de faire des échanges comme ça. Le temps passe, c'est un coût énorme, puis on n'a pas encore commencé à développer. Donc il y a quelques années de ça, il y a des gens qui ont dit, OK, on va arrêter avec le cahier des charges. Mais je parle quand même de cahier des charges parce que dans certaines sociétés, ils emploient encore le mot cahier des charges, même si aujourd'hui, ce cahier des charges, on le split en fait en plein de documents, beaucoup plus courts, beaucoup plus synthétiques, qu'on appelle les spécifications fonctionnelles.
Voilà. Donc, après, il y a des secteurs d'activité où on parle toujours de cahier des charges, genre l'automobile, l'aéronautique, le bâtiment et travaux publics, ils disent encore le cahier des charges. Si vous faites faire des travaux chez vous, en général, on vous parlera de cahier des charges et pas de spec. Euh, donc, mais nous, MOA, maintenant, c'est apprécié d'être capable de rédiger des spécifications fonctionnelles. C'est même pas apprécié, hein, c'est un prérequis, hein. Le recueil du besoin et la rédaction des spécifications fonctionnelles, c'est quelque chose de fondamental. C'est vrai. D'ailleurs, je remarque en entretien, pour avoir fait moi-même pas mal de soutenances et pour assister à des soutenances et faire passer des soutenances, la soutenance, vous savez, c'est le moment où vous êtes chez le client et vous voulez le convaincre que c'est vous le bon consultant pour cette mission. Certains disent entretien client, bon, soutenance. Ils testent à l'oral pour savoir si vous avez des qualités pour rédiger des bonnes spécifications fonctionnelles. Parce que la spécification fonctionnelle, donc elle est plus courte que le cahier des charges, hein. L'idée, c'est d'être plus agile, d'aller beaucoup plus vite dans les allers-retours avec la MOE. La MOE, forcément, si vous donnez une spécification fonctionnelle qui fait 5 pages, vous aurez un retour beaucoup plus rapidement en termes de faisabilité, en termes de coût, que si vous pondez un document de 400 pages. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut synthétiser 400 pages en 5 pages. Ça veut simplement dire que votre projet, vous devez être capable de le découper en plein de spécifications fonctionnelles. C'est là aussi que l'expertise du maître d'ouvrage, elle intervient. C'est l'expression de besoin. Vous allez voir les utilisateurs, ils vous balancent tout ce dont ils ont besoin. Vous notez tout. Hein, vous notez tout, vous notez tout. Ça fait un pavé qui est énorme. Et vous vous dites, OK, à tête reposée, bon, je peux peut-être splitter ça en différents lots. Chaque lot, ça va être une spec différente. Et après, si vous avez le go du projet, le go du sponsor, vous pouvez présenter au métier. Et c'est eux, c'est pas vous, hein, c'est eux qui prioriseront les différents lots. Donc j'ai mon cahier des charges, je l'ai splitté en plusieurs spécifications fonctionnelles. Eux, ils veulent une super machine qui fasse le thé, le café, le cappuccino, la soupe. Et vous dites, bah, ce que je vous propose, hein, ça va être un peu long comme cahier des charges. J'ai fait 5 specs fonctionnels, une pour le café, une pour le thé, une pour la soupe. Et eux vont prioriser parce que la soupe, vous avez dit, ça va coûter tant. Vous avez vu ça avec la MOE. Le thé, ça va coûter tant. Et donc eux vous donneront l'ordre en disant, OK, commencez par cette spec-là. Et vous envoyez votre spec final à la MOE en disant, bon, voilà, la priorité du métier, enfin des utilisateurs finaux, c'est d'avoir une machine qui fasse du thé. Et comme ça, après, vous pouvez au moins avoir une partie de ce que vous avez demandé. Et ça permet de travailler en flux tendu et qu'il n'y ait pas de temps mort avec un énorme cahier. Donc voilà, les spécifications fonctionnelles, du coup, ont remplacé le cahier des charges. Mais ça reste quand même un document contractuel, les spécifications fonctionnelles. C'est-à-dire que, je vous assure, c'est très délicat quand vous devez vous justifier auprès du métier. Parce qu'eux, ils vont l'utiliser, hein, la machine à café. Et ils vont se dire, c'est bizarre, j'appuie sur le bouton thé et puis ça me sort du chocolat. Alors, la première personne sur qui on va râler, c'est le maître d'ouvrage. Parce que c'est lui, hein, qui a pris la responsabilité de faire construire cette machine. Et on va lui dire, mais attends, moi, ça ne me livre pas ce que je demande, quoi. Je demande du café, il me sort du thé ou de la soupe. Et du coup, qu'est-ce que fait le maître d'ouvrage? Il va aller voir les développeurs, les constructeurs, en disant, écoutez, hein, ça ne va pas, j'appuie sur un bouton, c'est autre chose qui sort. Et les développeurs, eux, ils le savent, ils sortent les specs fonctionnels. Ils disent, les specs, c'était pas précisé, ou ben, vous êtes trompé. Donc le document, quand tout se passe bien, il n'y a pas de souci, hein, on ne les sort pas. Mais le document contractuel sur lequel tout le monde s'appuie, les utilisateurs, le sponsor, le maître d'ouvrage, les développeurs qui vous ont livré la solution, ce sont les spécifications fonctionnelles. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à bien les relire, à bien discuter avec la MOE, à les faire valider par les utilisateurs, parce que parfois, on en produit beaucoup des specs, donc c'est comme ça le diminutif pour spécification fonctionnelle. On produit beaucoup de specs, ça peut arriver qu'on oublie quelque chose, ou quelque chose qu'on n'ait pas précisé. Il y a un truc qui peut vous paraître évident, mais qui n'est pas pour un développeur. Voilà, vous n'avez pas précisé une fonctionnalité, bah lui, il ne l'a pas mise, quoi. Donc voilà, ça vous paraissait évident qu'une machine qui fasse du thé vous permette d'avoir du lait ou du sucre, pas précisé, pas livré. Donc ça doit être dedans. Une question par rapport à la partie suivi de projet. Mmh. Et là, depuis tout à l'heure, on parle que de l'aspect fonctionnel, Mmh. etc. Mais il y a aussi la partie suivi de dev et recette. Mmh. Et dans tout ça, on fait bien évidemment les tests unitaires, on débug avec les développeurs, etc. Mmh. Et donc, dans ce cas-là, on rentre dans la partie technique, n'est-ce pas? Alors, on va le voir un peu plus tard. La chronologie précise tous les jalons d'un projet. Là, je vous montre de manière un peu globale. Maintenant, tu as prononcé les mots test unitaire. En fait, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est un peu une transition pour la suite. C'est pas au MOA de faire le métier du MOE. Et pour ceux qui sont MOA ici, il n'y a rien de plus désagréable, et ils le savent, que d'aller dire à un informaticien, non mais attends, je vais t'apprendre ton métier.
Donc les tests, quand on dit test unitaire, déjà, c'est pas MOA. On va le voir tout à l'heure, hein. Ce qui est de la responsabilité du MOA, en termes de test, on dit recette pour le MOA, et ce qui est de la responsabilité de l'AMOE en termes de test. On a chacun des tests, mais qui sont vraiment différents. Mais quand on dit MOE, ça ne veut pas dire forcément développeur. Ça peut être la personne qui fait le déploiement, qui fait le suivi d'infra, qui fait les tests. Bah, MOE, il développe forcément quelque chose. Alors c'est au sens un peu, ça peut être au sens large, mais l'infra, il y a des équipes infra. Et on les appelle pas. Ah, tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment, ça c'est quelque chose de fondamental quand on est consultant, MOA, c'est la culture d'entreprise. Il y en a, ils mettent ça dans un grand sac, ils disent, ah, ben, c'est la MOE, donc c'est tout ce qui permet de construire une solution, aussi bien l'infra, les serveurs, les développeurs à proprement parler, Java, C Sharp, C++, et puis il y a ceux, dans une structure peut-être plus grosse, où là on peut compartimenter et dire, ben non, il y a le support, par exemple, c'est pas de la MOE. L'infra, c'est pas de la MOE. Les développeurs, c'est de la MOE. Donc ça, vraiment, ça aussi, c'est une bonne remarque. En fonction du client chez qui vous êtes, c'est ce qu'on demande aussi aux consultants, c'est de s'adapter à sa culture. Et pas de dire, ah, c'était mieux à la Société Générale, c'était différent. Ben ouais, c'est pas comme à la Société Générale. Donc, C'est normal qu'on appelle ça un CP technique ou un CP IT dans certaines boîtes. ouais, tout à fait. Faire les deux, le recueil du besoin, entre guillemets, enfin, je dirais plutôt spec, Ouais. avec suivi de tout ce qui est infra, débugage, déploiement, tout ça. C'est normal qu'on appelle ça CP IT. Ouais, c'est normal. Là, c'est vraiment que le MOA, il a beaucoup de responsabilités. Parce que cette partie dont tu me parles, elle peut être déléguée justement à des gens qui sont plus IT, qui sont plus du côté justement soit de l'infra, soit des MOE, quoi. Le débugage, sauf si c'est une recette utilisateur, et dans le cas de l'utilisation de l'outil, t'as été confronté à un bug, tu remontes le bug, mais c'est pas toi qui vas te débugger. Tu comprends bien qu'il va falloir qu'il développe quelque chose qui livre, à moins que tu aies une double casquette et que tu sois super MOA, MOE. Ah, mais vraiment, il y a, pour des raisons de compétences, vraiment compétences techniques, quoi. Et encore une fois, MOA, c'est un métier, je sais qu'il y en a qui sont MOA dans la salle, c'est un métier qui est politique. C'est-à-dire que moi, j'ai développé, personnellement, en C++ et en VBA. Je crois que tout le monde développe en VBA. Bon. Et même quand je parle à un développeur, c'est pratique de connaître un peu du code, mais va pas dire ta boucle elle est nulle. Enfin, moi, j'aurais pas codé ça comme ça. Voilà, on garde ses remarques pour soi, ça aide pour comprendre effectivement, pour avoir le même langage. Mais encore une fois, quand tu parles de débugger, voilà, c'est vraiment à chacun son métier. Et c'est pour ça que je vous ai fait une liste, tu vas le voir un peu plus loin, une liste dans le monde idéal, d'un projet idéal, qui fait quoi, sans se marcher sur les pieds. Ou comme un MOE, on pourrait imaginer un MOE qui dirait, qui vous balancerait votre spec et en vous disant, tu sais pas écrire. C'est vexant. Voilà. J'ai une Bien question sûr. sur l'esprit fonctionnel. Il y a une question qui se pose souvent dans les entretiens. Je ne trouve pas une réponse claire. Ça veut dire quoi pour toi une bonne spécification fonctionnelle? Mais, Une spécification mais fonctionnelle bien rédigée. tu me parles des mots du cœur. J'ai fait un slide spécial pour ça. Si tu veux bien, on attend le slide. Ok. Je sens que tu trépignes d'impatience et l'aspect fonctionnel. Mais on va y venir. C'est formidable. On pourrait croire qu'on a préparé le truc ensemble, mais c'est pas vrai, hein. Donc je continue. Alors j'ai fait une flèche dans l'autre sens parce qu'effectivement, en fonction du suivi de projet, de l'avancement, de la recette, des bugs que vous pouvez rencontrer pendant la recette, là je parle des bugs de la recette utilisateur, forcément vous pouvez remonter ça au PM ou à celui qui s'occupe de la conduite du projet, ça peut prendre du retard et donc il y a forcément des allers-retours entre le PM et le MOA. Si vous êtes MOA/PM, vous remontez ça en comité en disant voilà, la recette a pris du temps, c'est pas conforme avec le cahier des charges ou les specs, du coup ça a un impact en termes de consommation de budget, de respect des délais. Donc c'est pas toujours que dans un seul sens. Ensuite, si tout se passe bien, il y a ce qu'on appelle la conduite du changement. Donc vous avez fait votre recette, tout s'est bien passé, la solution qui a été développée, elle plaît aux utilisateurs, ça a été validé. Maintenant, il va falloir s'occuper de la conduite du changement, donc de déployer la solution. Ça peut être sur les différents postes, en tout cas, c'est auprès des utilisateurs qui, au début, avaient exprimé leurs besoins. La formation des utilisateurs, ça aussi, c'est pareil. Souvent, on n'y pense pas en tant que MOA, mais les clients, ils sont vraiment sensibles à ça. C'est en tant que MOA, est-ce que
comment dire, vous avez le sens du contact. Est-ce que ça ne vous dérange pas de voir des gens que vous ne connaissez pas et de les former, que ce soit du recueil à partir du début, au moment où vous avez recueilli le besoin, jusqu'à la fin du projet, c'est un métier de contact. Hein. Souvent on dit ah ouais, là et moi, c'est pas pour les introvertis ou les timides. Bon, ça se travaille, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on n'a pas peur d'aller vers des gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous diront souvent j'ai pas le temps. Et pourtant, c'est leur intérêt le projet. C'est eux qui ont exprimé le besoin, mais bon, ils n'ont pas souvent le temps. Et je sais qu'il y en a ici qui savent de quoi je parle. On se fait régulièrement jeter quand on est moi. C'est pas grave. Faut dire je reviendrai. Faut insister. Alors, conduite du changement, donc déploiement de la solution, formation des utilisateurs et mission de support. Alors, très souvent, on ne part pas comme un voleur quand on a déployé la solution, qu'on a apporté la super nouvelle machine à café. Il se peut que dans les premiers jours, premières semaines, il y ait des petits bugs qu'on n'avait pas détectés, ça arrive toujours au moment des tests, de la recette, des petits dysfonctionnements, ou peut-être simplement que les utilisateurs ont trouvé qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas très pratiques. Donc on assure le métier de consultant, puisque pendant des semaines et des mois, vous avez travaillé à l'élaboration de ce projet. A priori, vous êtes le mieux placé pour savoir comment elle fonctionne la machine. Même si vous n'êtes pas le technicien, vous avez travaillé avec les techniciens en permanence. Donc vous pouvez les aider. Et la fin de la mission, c'est voilà, une fois que tout roule bien, qu'éventuellement on a livré des solutions pour les derniers bugs dont on a pu se rendre compte après la mise en production, vous formez le support. Donc il y a des équipes, alors c'est pareil, dans les grosses structures, il y a des équipes de support dédiées à ça, vers lesquelles se tournent les utilisateurs s'ils ont un problème. Bon, et donc vous formez ces équipes-là, et une fois qu'ils savent comment fonctionne la machine à café, ils sont autonomes. Là, vous pouvez soit vaquer à une autre mission chez un autre client, soit la solution que vous avez apportée, et c'est souvent le cas, elle suscite de nouveaux besoins. Et puis c'est un cycle en permanence, c'est-à-dire que c'est une machine qui fait le café, c'est super, et puis finalement, pourquoi elle ne nous livrerait pas des repas? Voilà, on n'y avait pas pensé au début, mais elle est vraiment bien, on n'a qu'à centraliser tout ça là-dedans, et puis on repart pour un nouveau projet. Boum, et puis on refait un cadrage, et la boucle est bouclée. Et je sais que parmi vous, il y en a certains, ça arrive souvent, moi je l'ai vécu, on vous dit au début de l'appel d'offres, la mission va durer 6 mois, le temps de la réalisation du projet, puis à la fin des 6 mois, on se dit, bon, c'est super ce que vous avez livré, ça nous donne de nouvelles idées, ou c'était des idées qui étaient trop coûteuses, donc on avait séparé en lots, et maintenant on va faire une deuxième phase de projet, et ainsi de suite. Et puis finalement, ça dure 3 ans. Donc voilà, alors voilà, si je devais reprendre la définition d'un MOA, voilà, c'est le responsable de la réalisation d'un projet. C'est assez vague, mais si on vous demande, pour vous c'est quoi un MOA, on peut toujours balancer ça. Il est le responsable, donc vraiment, c'est-à-dire que vous prenez à votre compte la réalisation de ce projet, et puis voilà, ça va bien se passer. Les specs, génial. Les spécifications fonctionnelles, donc ça c'est fondamental, c'est pour répondre à ta question, parce qu'en fait ça tombe tout le temps en entretien. Ça tombe tout le temps en entretien, les clients ils savent une chose, ils voient un consultant qui prétend être un bon MOA, et il sait que la qualité du projet va dépendre de la rédaction des spécifications fonctionnelles. Donc déjà tout à l'heure j'en ai touché un mot, j'ai dit c'est plus le vieux cahier des charges où il fallait transpirer pendant des semaines et des semaines et rédiger des centaines de pages. Là c'est des specs, et c'est même apprécié, plus elles sont courtes, souvent plus elles peuvent être étudiées rapidement par les techniciens, plus on peut avoir un retour rapide, et ainsi de suite. Donc les spécifications fonctionnelles, on ne peut pas faire l'impasse dessus quand on est MOA. Alors ça veut dire écrire un minimum. Alors j'ai cherché un peu, je me suis demandé quelle définition je pouvais donner. Sur Internet, quand on regarde, il y a plein de définitions. En plus, il y a plein de supports différents. En fonction de l'entité dans laquelle vous êtes, il y en a... j'ai tout vu. Hein. Il y a ceux pour qui c'est un email. Voilà. Bon, tu me balances ta spec, ok, alors j'écris dans mon email ce que je veux, voilà. Je veux, dans tel outil qui existe déjà, un bouton, ça, qui fasse ça, et puis ça permet de calculer ça. Clap, j'envoie l'email au développeur. Voilà, c'est la plus petite des specs. Ce qui n'est pas terrible dans les emails, c'est que le jour où le consultant part, c'est archivé, mais c'est compliqué à retrouver après. Et encore une fois, c'est un document, ça arrive que des années plus tard, on se dise, au fait, qui a spécifié ce besoin et s'il faut faire des ajouts, des modifications, on cherche, même des années plus tard, la spécification fonctionnelle. Si vous regardez les dates, parfois elles sont relativement anciennes. Donc c'est bien de pouvoir les stocker, donc l'email, c'est pas terrible. Donc en général, le support que j'ai trouvé le plus fréquent, c'est le document Word. C'est le basique, quoi.
Donc voilà, moi je vous donne ma définition des spécifications fonctionnelles, des specs, hein, c'est pour ça qu'on dit c'est plus simple que... Il s'agit d'un document, le plus souvent au format Word. Alors il y a des entreprises qui ont des outils, Jira ou plein, où vous saisissez directement dedans, qui décrit en détail les fonctionnalités d'un outil informatique et les règles qu'il doit respecter afin de répondre complètement aux besoins de l'utilisateur. Bon, je vous avais dit que je ne vous noierai pas dans les définitions, mais celle-là, il faut la connaître, parce que... Enfin, il faut la connaître, c'est la mienne, hein, après vous en faites ce que vous voulez. Mais je vais passer des soutenances si je demande, oui, pour vous, c'est quoi une spec, une spécification fonctionnelle? Franchement, si on me sort ça, bon, je suis content. Et pas parce que c'est moi qui l'écris, mais parce que y a des mots-clés importants, fonctionnalité et règles. Vous voyez la différence entre fonctionnalité et règles? Soyez pas timide, hein, c'est clair pour tout le monde? Ah, mais je préfère qu'on dise non. Fonctionnalité, c'est ce à quoi ça répond comme besoin, à quel besoin ça va répondre. Les règles, c'est comment ça va fonctionner. Je fais souvent l'analogie avec ma machine à café, mais en fait, c'est pas débile, je trouve ça c'est plus parlant. La fonctionnalité de ma machine à café, c'est elle fait le café, elle fait des boissons chaudes. Les règles, c'est on ne sert plus de café après 18 heures. Les règles, c'est comment on règle. Est-ce que c'est par carte bancaire? Est-ce que c'est avec le badge de la société? Comment elle fonctionne, cette machine à café? Les règles, c'est pour l'approvisionnement. C'est, tiens, il faut badger, et puis il y a seulement telle et telle équipe de tel, je sais pas quoi, tel open space qui ont accès à cette machine-là. C'est souvent oublié dans les spécifications fonctionnelles. Mais l'IT, elle a besoin de ces règles-là. Donc voilà, comment on se connecte à un outil, les passwords, la gestion des identifiants, est-ce que c'est une fois tous les, je sais pas quoi, tous les mois, tous les 3 mois, il faut refaire les passwords. Tout ça, c'est les règles d'utilisation. Et c'est dans les spécifications fonctionnelles. Si vous rédigez simplement une spec en disant oui, bah, je veux qu'elle me donne la météo de demain, bon, ok, alors bah, l'IT va vous développer un truc, une appli qui donne la météo de demain, mais peut-être qu'elle restera tout le temps allumée, peut-être qu'elle va consommer énormément d'énergie, peut-être que vous n'arriverez pas à vous connecter. Donc les règles, c'est vraiment, dites-vous une chose, voilà, ok, il y a la fonctionnalité qui va être livrée, mais mon utilisateur, comment il se connecte à l'outil jusqu'au moment où il se déconnecte, quoi. Voilà, et donc tout le workflow en fait qui va permettre de faire fonctionner l'appareil. Ouais, c'est vrai, c'est une très bonne remarque. C'est effectivement parce que majoritairement chez Meritis, la plupart des gens travaillent sur des supports informatiques, des solutions informatiques, mais tout à fait. Je vais tenir compte de ta remarque et je vais mettre entre parenthèses. Ça pourrait être d'un outil, puisque la machine à café, c'est pas un outil informatique. Mais c'est vrai, si on veut une définition au sens large, c'est voilà, les fonctionnalités d'un outil et les règles. Ouais. Maintenant, c'est vrai que dans 95% des cas, quand on nous envoie en mission, c'est souvent pour travailler autour d'un outil informatique. Mais tu as raison, c'est pas systématique. Alors du coup, ça c'est la définition. Mais pour répondre à l'autre partie de ta question, c'est finalement c'est quoi une bonne spec? Ok, donc elle définit les fonctionnalités et les règles, ça c'est bien. Alors à votre avis, elle définit les fonctionnalités et les règles. Bah, ça pourrait être quoi les qualités? Il peut y en avoir 10 000, mais vraiment les plus importantes, celles qui sont tout le temps demandées par les clients. Là, c'est délicat parce que ça fait appel aux qualités rédactionnelles du MOA. C'est pas très compliqué, mais à votre avis? D'accord? La disponibilité de quoi? De la spec? Non, de l'outil. Alors là, non, là je parle des qualités du document. Tu vois, t'imagines, voilà, je vais recruter un consultant MOA, je sais qu'il va devoir rédiger tout au long du projet plusieurs spécifications fonctionnelles, mais je dois savoir si il va me les rédiger correctement, parce que moi j'ai pas le temps, je suis sponsor, je vais pas relire son document. Donc, à votre avis, quelle est la première qualité? Il y en a plusieurs, mais j'en ai choisi 3, celles qui reviennent le plus souvent. Et à chaque fois que je parle avec des responsables, ils disent ah oui, mais lui ou elle ne savait pas rédiger comme ça ou comme ça, comme ci, comme ça. Donc à votre avis, allez, la première qualité d'une spec, qu'est-ce que ça pourrait être? Plus clair et plus concis. On va croire qu'on a bossé ensemble. Hein. Première qualité, c'est la clarté. Non mais je vous promets, je ne connaissais pas cette personne avant. Hein. Et donc c'est la clarté, effectivement. Tout à l'heure, dans le schéma qu'on a vu, on a vu qu'il y avait des échanges entre la MOA et le MOE. On n'a pas les mêmes formations, on n'a pas le même background, on n'a pas le même parcours.
La MOA, il a été embauché pour sa compétence fonctionnelle, sa compétence métier. Donc on va dire par exemple la finance ou l'automobile. En face, vous avez de la MOE, c'est un développeur. Le développeur Java, si je commence à lui parler des marchés financiers, de la bourse, des actions, je le noie, je le perds. Donc il va falloir que lorsque je rédige ma spec, que je me dise, voilà, ce document, aussi court soit-il, il faut qu'il soit clair pour un public de non-spécialistes. Donc la première qualité, moi que j'entends le plus souvent et qui est le plus appréciable, c'est la clarté. Et même vous, vous serez vraiment ravi et soulagé, parce que ça arrive très souvent qu'on arrive chez un client et on dit, bah voilà, l'autre consultant, ça faisait 3 ans, là ton prédécesseur il est parti, mais t'inquiète, hein, tu as toutes ces specs dans un document, tu viens d'arriver, bah, tu as 1 semaine pour tout lire. Et là, gros moment de solitude. Vous ouvrez les specs et c'est un charabia pas possible. Donc pensez à vos collègues et dites-vous, voilà, j'ai été dans cette situation, ils seront dans cette situation, je serai à nouveau dans cette situation. Là et moi, c'est une grande famille finalement, même si on n'est pas issus tous de Méritis. Donc pensez que vos documents doivent pouvoir être relus par un non-spécialiste. Il doit pouvoir comprendre. Donc ce n'est pas forcément un spécialiste de l'assurance, ce n'est pas forcément un spécialiste de la finance, des marchés financiers, un informaticien, un type qui a été embauché à la MOE, qui n'a peut-être jamais mis les pieds dans une banque, il vient de se faire embaucher comme développeur C++. Si vous le noyez dans votre spec avec des termes techniques, techniques au sens technique financière, tout le monde va perdre du temps, quoi. Donc la première qualité, c'est la clarté. Alors du coup, je te pose la question, c'est quoi la seconde qualité? On a dit clarté, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Non mais... Attends, il y a un truc ou quoi? Attends, mais... T'es médium, non? Il y a un truc, non? Bah écoute, non mais c'est incroyable quoi. Enfin moi je serais là à votre place, j'y croirais pas. Hein. Je dirais, ouais, il y a un truc, ils se connaissent, je vous jure qu'on ne se connaît pas. Donc effectivement, la clarté est synthétique. Plus c'est synthétique, plus c'est synthétique, plus les échanges vont pouvoir être rapides. Vous vous souvenez, on est à l'opposé de l'état d'esprit des vieilles méthodes de gestion de projet où on faisait un pavé, le cahier des charges. Là on split, et c'est là aussi où on demande, ça vient un peu avec l'expérience, où on demande au MOA qui a un peu d'expérience d'être capable de subdiviser le recueil du besoin en plusieurs spécifications fonctionnelles et pas tout mettre sur un pavé, parce que le temps qu'il rédige tout le pavé, voilà, on l'a dit tout à l'heure, la MOE elle ne bosse pas. Donc synthétique, vraiment synthétique. Clarté, synthétique. On pourrait en mettre d'autres, j'en ai choisi un, oui, encore un. Du coup, j'ose même pas te poser la question. C'est quoi la dernière? Voilà, après, les autres sont moins importantes, mais ces trois-là sont vraiment très importantes. Si vous rédigez un document qui est clair et synthétique, mais tout le monde va être content. Parce que, en plus, les specs, vous les faites valider par le métier. Donc c'est pareil, le métier, c'est des gens qui vous disent tout le temps « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Si vous leur pondez une spec qui fait 50 pages, ils vont vous dire reviens me voir dans 3 mois, j'ai pas le temps de la valider. Donc on comprend bien que synthétique, c'est pas simplement juste pour se faire plaisir et écrire peu, c'est pour mettre de l'huile dans les rouages de la gestion du projet, quoi. Aussi bien pour l'étude de la MOE, qui va revenir sur un chiffrage, que pour la validation et l'implication du métier. Bon, et alors la troisième chose... T'as pas d'idée? Mais déjà c'est super hein, tout ce que tu as dit. La quoi? La forme, c'est pas mal. Ouais. Ah, j'aime bien sexy. Je devrais rajouter, tiens. J'y ai pas pensé. Ouais, c'est vrai, non. C'est pas une brochure commerciale non plus. Hein. Mais on pourrait. Mais peut-être que ça aiderait. Ouais, je pense que ça aiderait. Parfois, c'est vrai qu'il faut que ça soit engageant, qu'on ait envie de le dire. Bon, la MOE, elle n'a pas le choix, elle doit le dire. Mais c'est vrai que le métier, parfois, il rechigne un peu à lire ces trucs-là. Non, il y a un truc encore plus important. Mais ça, c'est bien, mais encore plus important. Ouais, non, mais vas-y. Illustrer. Ah, moi je mets ça, c'est très bien, mais moi je mets ça dans la clarté. C'est qu'effectivement, une spec, faut pas hésiter à mettre plein de copies d'écran, des schémas. Plus il y en a, plus ça va aider le développeur. Et l'idée, s'il y en a parmi vous qui font un peu de dessin et de Photoshop, alors ça c'est super apprécié, parce que vous montrez déjà la solution à laquelle vous voulez arriver, quoi. Et parfois vous avez la MO qui vous dit, mais d'où tu sors ça?
et on ne l'a pas encore livré. J'ai des super pouvoirs de MOA, je fais du Photoshop. Donc en fait, vous faites la copie d'écran de l'outil qui est déjà utilisé, et puis vous dessinez l'évolution qu'on souhaite avoir. Alors là, on ne peut pas vous dire, c'est pas ce qui avait été spécifié, vous avez carrément fait un dessin. Mais ouais, c'est vrai, je mets ça dans la clarté, quoi. Non, en fait, ça va avec la définition. On a dit, souvent, on oublie les règles. Donc, c'est l'exhaustivité. Ah, ouais. Donc, les fonctionnalités et les règles, souvent, c'est pas, attention, hein, synthétique et exhaustif, c'est pas antinomique. Hein. On est bien d'accord. Synthétique, ça veut pas dire, ouais, ça c'est pas important, je le mets pas. Donc, il faut vraiment penser à cette histoire de machine à café où on va dire tous les produits qu'on veut qu'elle déverse et en même temps toutes les règles d'utilisation. Je pense, honnêtement, c'est pour ça que j'ai gardé ces trois-là, je pense que c'est la partie la plus difficile, l'exhaustivité. Parce que vous, en tant qu'expert fonctionnel, il y a des choses où vous dites que c'est peut-être évident et finalement, quand on voit parfois, pas systématiquement, ce que les développeurs vous ont livré, vous dites peut-être « Ah, j'ai oublié de préciser certains trucs ». Donc c'est ça, c'est assez difficile. Ça demande un petit peu de pouvoir d'abstraction, c'est-à-dire être capable de visualiser la solution que vous allez avoir dans quelques mois, alors qu'elle n'existe pas encore, ou en tout cas, elle existe sous une forme qu'on veut faire évoluer, et ne rien oublier. Donc l'exhaustivité, c'est pas évident, souvent, c'est avec le temps. Truc tout bête, vous oubliez que pour se connecter à la machine à café, vous n'avez pas spécifié dans les specs qu'il fallait se connecter avec le badge. Sinon, si votre machine elle est plantée au milieu d'un open space où il y a différentes entreprises, comme le bâtiment Meritis, Meritis pourrait avoir une machine à café, mais juste pour les consultants, les employés Meritis. Si ça n'a pas été spécifié dans les specs, ils vont avoir une machine et tout le monde va partager, ce qui est sympa aussi, hein, mais du coup, on va vite tomber en rade, quoi. Donc l'exhaustivité, ça vient un peu avec la pratique. Donc ça, c'est vraiment important, hein, les spécifications fonctionnelles. Alors voilà, quand en entretien et chez le client, vous gardez ces qualités-là et qu'on vous demande parce que je sais que chez Meritis, ils le font. Quand ils recrutent des gens, ils disent « Oui, c'est quoi une bonne spec pour vous ?» Clarté, synthétique, exhaustivité. Ça fait le Merry Meeting de Cyril. Ouais. Mais chez le client, il faudra le répéter. Donc de tout ce qu'on a vu, il y a des questions? Non? Ok, enfin... donc on va pouvoir affiner avec tout ce qu'on a vu précédemment un peu plus le rôle finalement du MOA, ce qu'on attend de lui, et du coup les qualités qui en découlent. Et là je sais qu'en général, parfois ça tique un petit peu, mais il n'y a rien d'insurmontable. Il n'y a rien d'insurmontable. On peut travailler sur tout dans la vie. Donc les qualités, vous allez voir, les qualités inhérentes au MOA, parfois s'il y en a parmi vous qui sont un peu timides, ou on a parlé des specs qui doivent être clairs, c'est pas évident au début d'avoir des qualités rédactionnelles, mais ça se travaille. Il n'y a vraiment rien d'impossible. Et même si on n'a pas été très bon en dictée à l'école, tout ça, ça s'arrange. Au contraire, on fait des documents très courts, donc potentiellement moins de fautes. Alors le chef de projet, donc voilà ce que je vous propose. Et pour moi, il a vraiment deux rôles. C'est guider son client. Encore une fois, c'est pas son projet, lui, le MOA. C'est guider son client dans la définition de son besoin et l'expression de ses besoins fonctionnels. Alors définition, expression, et il le guide. Si je mets guide, en fait, j'ai cherché longtemps le verbe qu'il fallait. Il le guide parce que alors, les juniors, c'est pas forcément hyper vrai, mais dès que vous avez 3 ans d'expérience en MOA, très souvent, le client fait appel à vous en disant « Ah oui, vous avez bossé chez BNP avant, alors on a le même souci qu'eux il y a 2 ans, du coup, sans faire de l'espionnage industriel, peut-être vous pourriez nous faire part des solutions que vous avez développées dans votre expérience passée. » C'est en ça qu'il le guide, c'est-à-dire que le MOA, c'est pas simplement quelqu'un qui écoute et qui recueille le besoin et qui va traduire ça en spec et qui va balancer ça au MOE. Il a aussi une fonction de conseil. En tant que consultant, on est conseil, on est guide, et dire, voilà, vous avez telle problématique, tel besoin, si je peux me permettre, moi j'ai déjà travaillé, c'est souvent pour ça que vous êtes recruté, hein, ils regardent l'historique de votre CV, et s'il y a des expériences qui sont susceptibles de leur plaire en termes de problématiques,
évidemment, ils vont vouloir capitaliser là-dessus, quoi. Et donc, vous allez leur dire, ben, comme vous avez pu le remarquer, j'ai travaillé sur une problématique assez similaire chez un de vos concurrents. Voilà ce que je peux vous proposer. Et donc, le métier de MOA, ça fait partie de ça. C'est guider son client. Et puis l'autre chose, évidemment, alors ça on l'a vu avec le schéma dans tous les sens, c'est l'intermédiaire. C'est un travail d'intermédiaire, c'est vraiment énorme. Finalement, les specs, c'est très important, on les rédige, mais on passe beaucoup plus de temps dans les interactions avec les différentes équipes qu'à rédiger des spécifications fonctionnelles, même si la clé de voûte, ce sont les specs. Donc l'intermédiaire entre évidemment les utilisateurs, le sponsor, la maîtrise d'œuvre. Et alors du coup, les qualités qui découlent de ça, bon, c'est assez intuitif, quoi. Capacité d'écoute. Ça, en général, les gens ils disent « génial, je sais écouter ». Donc, ok, être capable d'écouter, de comprendre le besoin. Capacité d'écoute, ça veut dire, surtout au début de la mission, je laisse parler mon client. Voilà. Je suis disponible. J'écoute son besoin. Parfois, il va l'exprimer de façon un peu fouillis. Il va vous balancer toutes ces idées pêle-mêle. Il faudra un peu arranger ça, restructurer ça. C'est ça, hein, le recueil d'une expression de besoin. Et c'est au rôle du MOA au début de tout collecter, c'est un sacré bazar, vous avez un gros cahier, il y a plein de trucs, et puis après de ranger ça de façon un peu plus ordonnée, un peu plus thématique pour faire valider cette expression de besoin. Mais donc la première qualité effectivement d'un MOA, c'est sa capacité d'écoute. Ce qui en découle de la capacité d'écoute, c'est l'expertise fonctionnelle. C'est-à-dire que si vous écoutez quelqu'un, mais que vous vous dites dès le début, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Là, il y a un problème. Bon, normalement, si vous avez été recruté, c'est deux choses que, moi je crois que je l'ai vu dans 100% des cas. Au moment des entretiens avec les clients, la fameuse soutenance, ils valident deux choses. Ils posent des questions sur vraiment deux thèmes. La méthodologie de gestion, donc les grands jalons, le recueil d'expression de besoin, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une bonne spec et puis, donc ça c'est voilà, la gestion du projet, et puis aussi, au fait, est-ce que ce consultant-là qui se présente, il va comprendre mes utilisateurs? Donc là, c'est du mot de vocabulaire. C'est des mots de vocabulaire spécifiques au secteur d'activité, au département dans lequel vous entrez. Donc, si vous répondez à un appel d'offres, si c'est un commercial de Meritis qui vous a dit, voilà, là on a un appel d'offres qui est sorti, je ne sais pas moi, AXA, ça va être de l'assurance, tu révises, tu y vas, bah vous êtes sûr que vous allez changer sur des mots de vocabulaire, sur parfois des formules, comment est-ce qu'on calcule ça, des ratios, des choses comme ça. Donc c'est pareil, c'est pas agréable d'arriver chez le client, et, ni pour lui ni pour nous, et qu'on vous demande la définition d'un produit financier, un produit technique, voilà. Mais c'est dans tous les secteurs d'activité qu'il y a ce genre de truc. Hein. Moi, si je me présente, il y a un appel d'offres sur l'automobile et qu'on me dit, ouais, c'est quoi un jeune culasse? Bon, ben, je ne saurais pas définir exactement ce que c'est, quoi. Mais inversement, quelqu'un qui se présente pour une... Et je sais que c'est le cas parmi vous. Il y en a certains qui ont posé des questions sur les marchés financiers, comment fonctionne je sais pas, l'achat, la vente d'instruments financiers sur les marchés réglementés. Bah, c'est sûr que si vous n'avez pas l'expertise fonctionnelle dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas baratiner. Hein. Voilà. Donc ça va assez vite. Hein. En général, les entretiens là-dessus, quand il n'y a pas l'expertise fonctionnelle, ils sont polis, mais ils disent au commercial, bon... on ne va pas le retenir, quoi. Ça va avec la capacité d'écoute. Hein. Pour bien assimiler ce qu'on vous dit, il faut vraiment comprendre le vocabulaire. D'autant plus que c'est pas méchant, hein, c'est pas malveillant, c'est juste que les gens que vous allez interviewer, ils n'ont jamais le temps. Alors si en plus il faut qu'ils vous fassent un cours de finance, c'est mort. Donc tous les mots qui... Alors, j'exagère un peu, de temps en temps, vous pouvez vous faire expliciter un ou deux termes que vous ne connaissez pas, on ne peut pas tout connaître sur tout, mais il faut déjà avoir une bonne base, quoi. Donc quand vous pensez MOA, dites-vous, voilà, je suis MOA, mais forcément ça va avec MOA secteur d'activité, MOA fonctionnel, c'est ça. Hein. Est-ce que là où je prétends aller, l'assurance, l'agroalimentaire, le luxe, l'aéronautique, est-ce que j'ai ce vernis? C'est pas forcément expert, hein, mais c'est les concepts clés, le vocabulaire pour comprendre un professionnel, quoi, sans qu'il rentre forcément dans les détails au début. Mais voilà, ça c'est vraiment le minimum. Et pareil, hein, là-dessus, on se forme. Chez Meritis, ils ont 10 000 formations là-dessus. Et j'en connais qui n'avaient pas beaucoup d'expertise fonctionnelle et qui après sont devenus vraiment très capés. Donc tout s'apprend, quoi. Force de proposition, bah ça va être guide, évidemment. C'est
Alors, c'est quand on a un peu plus de seniorité en tant qu'MOA. Au début, quand vous êtes junior et que vous sortez de l'école, c'est pas évident de proposer des solutions. Elles vont être un peu théoriques, un peu académiques, ce que vous aurez appris à l'école ou en fac. Mais au fur et à mesure, dès votre seconde mission, si elle a un rapport, en général c'est assez lié, c'est le même secteur d'activité, si elle a un rapport avec votre première mission, vous pouvez déjà capitaliser sur votre expérience et proposer aux nouveaux clients des solutions sur lesquelles vous avez travaillé préalablement. Donc ça c'est important, être force de proposition. Et proactif, proactif je l'ai rajouté parce que c'est un métier où finalement il ne faut pas attendre qu'on vous envoie des emails ou qu'on vous téléphone. Le MOA, il va toujours à la recherche d'infos. Encore une fois, c'est pas, c'est- comment dire, les gens ne sont pas très disponibles. Ils sont pas très disponibles et en même temps vous êtes là pour eux et c'est à vous d'aller les sonner, d'aller frapper. Si ils vous disent gentiment, voilà, j'ai pas le temps, bah, vous revenez à un autre moment. C'est ça ce que j'appelle la proactivité. C'est pas hésiter vraiment à aller vers les gens, aller voir les devs où ça en est, faire régulièrement des points avec eux, est-ce que ça avance ou pas, parce que personne ne le fera à votre place. Donc ça c'était pour le guide et l'intermédiaire, bah, le très bon relationnel. Je pense que si je devais garder une qualité, elle est vraiment importante. C'est un métier de contact, quoi. Donc vraiment le relationnel, à partir du moment où vous êtes l'intermédiaire entre plein de gens différents, voilà, faut que ça se passe bien. Et combien de fois on a vu c'est véridique, des MOA qui, allez, étaient peut-être pas super experts fonctionnellement, qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas des cadors de la bourse, des marchés financiers, mais avec qui on avait envie de travailler. Ça arrive très fréquemment, hein. Mais pensez que vous êtes responsable demain du recrutement, vous êtes consultant Méritis, et ça arrive, on demande à certains consultants Méritis, bah tiens, on veut recruter un autre MOA avec toi. Vous allez recruter le collègue avec qui vous avez passé dans l'open space toutes vos journées. Vous allez voir ce collègue, plus que votre propre famille, quoi. Bon, ben, vous avez envie de quelqu'un de sympa, quoi. Donc ça peut paraître, là c'est très carré, hein, la présentation, tout ça, spec, cahier des charges, machin, mais c'est un métier d'humain, quoi. Et donc le plus important, sauf si on travaille vraiment tout seul dans son coin, mais ce n'est pas le cas du métier de MOA, à partir du moment où il y a des interactions, que ce soit avec d'autres collègues MOA ou avec tous les groupes qu'on a vus précédemment, le plus important c'est vraiment le relationnel. Et moi j'hésite pas, hein, je recrute des gens, entre quelqu'un qui est un cadre des marchés financiers, donc qui a la super expertise fonctionnelle, mais qui parle mal ou qui se brosse pas les dents avant d'aller au boulot ou qui regarde ses pieds, qui est introverti, je dis ben mon gars va faire des cours à la fac, hein. Et donc voilà, donc le relationnel c'est super important. La coordination d'équipe, ça tout à l'heure je vous ai parlé, vous savez, du MOA/PM, Project Manager. C'est pas systématique, mais ça arrive souvent que vous ayez à coordonner des équipes, surtout des équipes MOE, pour voir où on est, l'état d'avancement des développements. Bon communicant, bon ok, ça va de soi. Esprit de synthèse. Parfois je me demande si je suis synthétique. Merci. Et qualité rédactionnelle. Bon, ça c'est par rapport aux documents et notamment aux spécifications fonctionnelles. Bon, bah, cas pratique. Alors, ouais. Faire confiance, ça compte aussi. Est-ce que quoi? Faire confiance. Faire confiance? Ah ouais. Ben, on est un peu obligé parce que. Oui. Parce que je le vois pas comme ça. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, j'aurais pu rajouter. Alors attends, faire confiance. Mais ce serait dans quoi faire confiance? Oui, faire confiance, c'est important. Je pourrais le rajouter. Travailler avec des équipes. Ben, Confiance dans... ouais. En fait, je pensais peut-être que dans le relationnel, ou la coordination d'équipe, ça peut être là-dedans, mais je pourrais le rajouter. Parce qu'à partir du moment où tu travailles avec des équipes, tu ne peux pas être toujours derrière leurs fesses pour voir s'ils travaillent. Donc, je pense que coordination d'équipe, intrinsèquement, ça va avec faire confiance, quoi. Faire confiance aux développeurs, faire confiance aux métiers quand ils font leurs recettes. Alors, on va reprendre le schéma du début qu'on avait vu, et puis je vais vous proposer un exemple assez rapidement. Alors là, des exemples, il y en a moult, hein, on pourrait en faire une infinité. On imagine une équipe, c'est le même schéma que la dernière fois. Cette fois-ci, j'ai remplacé simplement par des termes concrets. Donc tous les termes que vous aviez vus tout à l'heure, sponsor, utilisateurs finaux, tout ça, bah, je les remplace par vraiment une mission type. Alors voilà, vous avez une équipe de traders, donc un desk de trading. Vous vous souvenez, pourquoi est-ce qu'on intervient? C'est pour répondre à un besoin. Donc eux, ils vont émettre un besoin. Donc voilà. Ils nous disent, bah, je vous laisse découvrir la phrase. Alors, est-ce que monsieur qui a dit que j'étais pas synthétique, il peut me dire ce que ça veut dire?
En fait, le but, c'est pas de comprendre la phrase. J'ai fait exprès de prendre un truc très fonctionnel pour montrer que c'est important de comprendre le métier. Mais cette phrase-là, on aurait pu trouver son équivalent dans le secteur automobile, dans l'agroalimentaire, ce qu'on veut. Là, c'est une équipe de traders. Et ça veut dire quelque chose en plus. Hein. C'est les termes, tout, la phrase, elle veut vraiment dire quelque chose. Mais voilà, ils expriment un besoin. Bon, là, j'exagère évidemment, il est très très fortement fonctionnel. Et voilà, ils souhaitent implémenter dans les systèmes le calcul d'un truc. Hein, on ne comprend pas très bien ce que c'est, le calcul de quelque chose. Eux ne sont pas IT, ils n'ont pas le temps de prendre à leur charge ce projet. Ils font du trading. Bon. Alors, c'était quoi l'étape suivante? Il y a un projet, qu'est-ce qu'il faut trouver? Ouais, super. Le sponsor du projet. Alors, concrètement, donc sponsor, tu te souviens, à qui on pourrait faire appel? Les traders, ils ont un besoin. À qui ils pourraient demander de payer? Ils pourraient payer. Le sponsor pourrait être, ça pourrait être le budget du desk de trading, mais là, pour des raisons pédagogiques, je prends un sponsor extérieur. Qui est-ce qui a intérêt à savoir ce qui se passe chez les traders? Hein? You're good, you're so good. Donc là, la direction des risques. Mais c'est un peu comme un jeu de rôle, hein. Il n'y avait pas qu'une solution possible. On aurait pu trouver d'autres. Mais effectivement, la direction des risques, c'est un sponsor privilégié des projets en salle de marché. Là, j'ai pris salle de marché, mais en finance, en assurance, en asset management, ça pourrait être plein de choses. Hein. Donc, le représentant des traders, il se propose d'aller voir la direction des risques, et puis il dit, voilà, faudrait que vous payiez pour qu'on puisse implémenter un calcul qui est important. On avait dit que ce qui était important pour que le sponsor accepte, c'est que tous les deux, ces deux groupes, ils aient quoi? Et quoi? Ouais, exactement, des intérêts convergents. Alors là, concrètement, pour les traders, ce qui est proposé là d'implémenter un calcul dans les systèmes, en fait, ça veut dire quoi? Cette phrase-là, elle veut dire que chaque trader, il a une feuille Excel et il fait le calcul de son gain et de sa perte chaque jour. PNL, c'est ça que ça veut dire, profit and loss. Et donc, ça arrive que sur les desks, donc les équipes, chacun fasse ça dans son coin, ce qui n'est pas terrible. On pourrait centraliser toute cette information dans des systèmes existants. Donc voilà, l'intérêt du desk, de l'équipe, c'est de centraliser l'information. Une meilleure réactivité, c'est toujours plus rapide que de faire chacun son calcul et que le chef d'équipe dise, voilà, ce soir, j'aimerais que vous m'envoyiez tous vos feuilles Excel. Le calcul est automatisé, du gain de temps, bon, j'en passe, on pourrait en faire d'autres. La direction des risques, elle a aussi des intérêts dans ce projet, mais ils sont un peu différents. Diminution du risque d'erreur. Effectivement, si chaque trader fait son calcul, on n'est pas à l'abri d'un risque opérationnel, un calcul qui a mal été fait. On homogénise les calculs, c'est parce qu'en plus, les calculs de profit and loss, dans ce cas-là, en fait, on n'est pas sûr que les traders utilisent forcément les mêmes formules. Sur certains produits un peu complexes, il y a des formules différentes. Donc forcément, on compare des choux et des pommes de terre. Là, ça permet d'homogénéiser avec une seule formule dans les systèmes. Un meilleur suivi des risques, évidemment, et plus de transparence. Alors du coup, il y a l'appel d'offres qui sort. Et ça, c'est des appels d'offres, en général, on reprend le besoin. C'est très rare que la phrase soit changée. Hein. Souvent, les achats, les utilisateurs, ils ne s'embêtent pas, ils font un truc très synthétique. S'il y en a parmi vous qui ont déjà vu des appels d'offres, souvent c'est assez fonctionnel. Et puis ils rajoutent un petit truc, voilà. Consultant et moi expert, candidat sera responsable. Ah oui, parce que je vois souvent cette phrase. Le candidat sera responsable de la production de délivrables. Voilà. Et donc l'étape suivante, c'est de trouver un consultant qui va pouvoir venir. Alors là, c'est un petit, allez, j'ai fait un petit cas pratique, c'est un petit jeu. On imagine, vous êtes chez Meritis, et en intercontrat, j'ai fait 2 mini-CV. Il y a 2 candidats, et vous avez 2 propositions de profil. Lequel vous proposez pour cet appel d'offres? C'est pas forcément évident, parce que je l'ai demandé à des IA, et beaucoup d'IA se sont plantés. À votre avis, et ça c'est un vrai appel d'offres, hein. Il y a un appel d'offres qui sort comme ça. Ok, on demande un niveau d'expertise, candidat machin, et vous avez un type qui est ingénieur en mécanique, et lui, ça fait 15 ans qu'il fait de la MOA, dans le secteur automobile. Puis vous avez un type, il est master en finance, je sais qu'il y en a pas mal ici ce soir, mais il n'a pas beaucoup d'expérience, il est plutôt junior. Mais voilà, il a fait une seule mission, c'était en secteur de finance. À votre avis, est-ce que ça tout de suite vous vous dites, c'est évident, c'est tel consultant qu'il faut envoyer? Ou est-ce que vous doutez? Moi, je vous le dis, il n'y a pas de doute. Quoi? Ouais, pourquoi? Exactement. Ce qu'on veut, ce qui nous pose problème, c'est cette phrase-là, quoi.
Il y a une compétence fonctionnelle qui est très forte. On pourrait se faire piéger en disant ah oui, mais il y a marqué MOA expert. Là, le premier, il a 15 ans d'expérience, il va savoir. Il a beau avoir 15 ans d'expérience en projet, si c'est dans un secteur qui est différent, il va y avoir un choc de langage. Alors que finalement, le consultant qui sort de son master, c'est tout frais les définitions dans sa tête. Donc l'expertise fonctionnelle, c'est un master. En plus, il a déjà fait une mission MOA, même si c'est que 3 ans. Au final, on sait très bien implémenter dans les systèmes, c'est-à-dire dans les systèmes qui sont déjà existants. Finalement, c'est quoi? Un PNL, c'est une calcul, c'est une soustraction. Il n'y a pas besoin d'avoir un mec qui a 15 ans d'expérience. Ce serait construire un outil from scratch, ce serait plus compliqué. Et l'ingénieur en mécanique serait peut-être capé. Mais là, mettre une formule dans un système, voilà, il faut juste l'expertise financière. Donc effectivement, c'est celui-là qu'on retient. On l'envoie, il va être le responsable de projet. Et puis là, découle la chronologie de la gestion du projet, qu'on a vu tout à l'heure. Il identifie les acteurs, il recueille le besoin, ça on a vu. Il analyse l'existant, pour savoir si ça n'a pas déjà été fait. Évaluation de l'opportunité, bon là c'est plutôt opportun. Proposition de solution, bon c'est les grands jalons, il représente le client. Et à côté de ça, il y a le fournisseur qu'on avait vu. Donc là, en l'occurrence, l'outil dans lequel on va mettre le calcul. Il y a différents développeurs qui interviennent dessus, dans différents langages. C'est Sharp, Java, enfin ce que vous voulez. Il y a les interactions qu'on a vues, le cahier des charges, les spécifications fonctionnelles. Bon, solution proposée, budget, comité de pilotage. Voilà, c'est pour prendre un exemple concret. Et la direction des risques, le sponsor qui dira on y va pas. En fait, des exemples comme ça, il y en a une infinité, on pourrait en créer plein. Mais il faut vraiment... tout ça pour vous dire que le plus important, ça reste quand même la compétence fonctionnelle. Comprendre le besoin du client. Déjà, de toute façon, il y a un test. Quand on vous propose votre prochaine mission, vous demandez, moi, j'aimerais bien voir, c'est le premier truc que j'ai fait, ma mission actuelle, je suis dans la salle des marchés du Crédit Agricole, j'ai demandé tout de suite à mon manager, parce qu'une manageuse, Marine, il y en a peut-être qui l'ont aussi comme manager, elle me dit, ouais, il y a une mission qui a l'air sympa. Ah non, c'est pas ça, c'était mieux que ça. Ah, il y a une mission qui a l'air pourrie, c'est au Crédit Agricole, mais c'est à côté de chez toi. Et je dis, mais montre-moi l'appel d'offres. Et en fait, c'était pareil, c'était une phrase un peu fonctionnelle. En fait, la mission est géniale. Mais il fallait quand même comprendre fonctionnellement ce qui était dit pour pouvoir lire entre les lignes et se dire c'est une super mission. Alors que l'IA, que j'adore, ma manageuse, elle n'avait pas forcément vu toutes les implications fonctionnelles. Et quand elle l'avait lu, souvent c'est pas sexy un appel d'offres. Mais ça c'est un truc vraiment, lire l'appel d'offres pour se faire, d'abord pour voir si on la comprend. Déjà si vous ne la comprenez pas, bon ça s'arrête là. Et ensuite voir si vous en tant qu'expert fonctionnel, vous avez forcément plus d'expertise fonctionnelle que votre manager. Si vous pouvez lire entre les lignes et vous dire pas simplement « Ah, c'est juste à côté de chez moi », il y a aussi « Je vais m'éclater dans cette mission ». Bon, et la conduite du projet, la formation d'utilisateur, on a vu ça tout à l'heure. Sur la partie cadrage. Ouais. Pour ce projet, par exemple, qui fait la première proposition de coût pour le projet. C'est le MOA ou alors c'est à partir du premier retour de l'équipe MOA? Le MOA, il a l'expertise fonctionnelle, mais il n'a pas l'expertise technique. Il ne sait même pas dans quel langage ça va être développé. Il ne sait même pas l'infrastructure qu'il va falloir développer autour. Est-ce qu'il va falloir investir dans les serveurs? Le MOA, la seule chose qu'il peut chiffrer, c'est sa partie. Donc il y a une partie de chiffrage MOA, mais c'est la rédaction des spécifications fonctionnelles. Est-ce que ça va me prendre du temps? Combien de jours? Ça va être les tests, la recette. Mais en tout cas, pour la solution technique, pour répondre à ta question, le MOA, il ne s'avance sur rien du tout. Enfin, à moins d'être un... Enfin non, c'est même pas à moins. On transmet les spécifications fonctionnelles, on attend le retour pour chiffrage des développeurs, et après on fait un point avec le métier en disant, voilà, j'ai le retour de la MOE, eux, ils ont dit c'était ça, ça, ça. Vous rajoutez votre travail aussi. Donc développement, c'est ça. Test fonctionnel, c'est moi. Les specs, ça m'a pris du temps. Formation d'utilisateur. Et là, vous avez le chiffrage global. Mais le chiffrage du développement de la solution, c'est pas vous. Vous attendez le retour de la MOE. Donc pour avoir le premier chiffrage qu'on présente au comité de cadrage, il faut absolument avoir fait au moins un aller-retour avec l'équipe MOE. Ouais. Alors souvent, c'est une très bonne question, c'est ce qu'on appelle un macro-chiffrage. Parce qu'effectivement, j'ai envie de dire, c'est qu'une fois que les specs sont complètement détaillés qu'on va vous connaître le coût final. Mais finalement, comme ça peut prendre un peu de temps, le sponsor, lui, veut avoir une estimation, même un peu grosse au début, un ordre d'idée, un ordre de grandeur. Et du coup, on transmet un premier document qui découle du cadrage, du recueil du besoin, qui est une spec pas très détaillée, mais qui permet tout de suite de savoir dans quel ordre de grandeur, de budget on va être, quoi.
Hein. Et après, le sponsor peut dire, bon, on s'arrête tout de suite. Après, le budget ne va pas... Après, une fois qu'on va spécifier un peu plus, on va rentrer un peu plus dans le détail, normalement, ça n'a pas changé, ça n'a pas doublé ou triplé, quoi. Mais le cadrage permet d'avoir un macro-chiffrage. Ouais. C'était pas l'inverse plutôt, c'est pas le sponsor qui dit on a tant de budget, tant d'argent. Là, voilà, essayer de... budget. Bien sûr. Alors en fait, le budget, le sponsor, il a un budget global pour tous ses projets. Ça ne bougera pas, c'est pour l'année, c'est défini. En revanche, ce qu'il va pouvoir faire bouger, c'est prioriser certains budgets, en décommissionner d'autres, en disant, bon, finalement, ce projet-là, il nous paraît plus intéressant. Effectivement, il est un peu cher. Alors, on ne peut pas pousser les murs du budget global, mais on peut pousser les murs pour chaque projet en disant, bon, celui-là n'est pas prioritaire, celui-là, on le fera plus tard, celui-là, on ne le fera pas. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre dans la gestion du budget global, quoi. Et c'est le sponsor qui avisera, ou au contraire, qui dira, non, c'était fixe, c'était comme ça. On avait une enveloppe de temps et on ne veut pas dépenser plus, donc c'est possible ou c'est pas possible, quoi. L'implication de l'utilisateur. Alors je vais assez vite sur cette partie. Ça c'est vraiment très concret. En tant que MOA, vous pouvez organiser. C'est pas systématique, c'est pas obligatoire, mais ça aide vraiment dans la gestion de projet. C'est vraiment du très concret. Hein. Parfois, il y a des MOA qui échouent un peu dans leur mission. Les délais, ça prend trop de temps, il y a trop de budget qui est consommé. Et quand on leur demande mais pourquoi ça va si lentement, souvent ils disent qu'ils ont du mal à impliquer les utilisateurs. Rien ne vous empêche d'organiser des réunions ou un comité. C'est le MOA qui s'en occupe. On appelle ça comité des utilisateurs. C'est un peu formel, mais c'est une manière d'impliquer le métier. Vous comprenez bien que dans le groupe des utilisateurs, s'il y a des centaines et des centaines de personnes, il est hors de question d'aller les interviewer un par un pour savoir ce qu'ils veulent. Matériellement, ce n'est pas possible, quoi. Donc ça va être à vous d'identifier des utilisateurs clés, plusieurs, qui vont représenter le métier. Donc le comité des utilisateurs, alors voilà, il va regrouper tous les utilisateurs représentatifs des domaines concernés. Donc si vous avez une machine qui est censée, une application qui est censée répondre aux besoins du risk management, du middle office, des équipes de trading, vous n'allez pas réunir tout ce monde-là, évidemment, pour exprimer leurs besoins tout au long du projet. Vous allez prendre un ou deux représentants des risques, un ou deux représentants du middle, un ou deux représentants du trading. Et par contre, il faut les impliquer tout au long du projet. Donc, vous leur dites, voilà, tu fais partie du comité des utilisateurs. On se réunit toutes les semaines, tous les 15 jours pour faire le point sur le projet. Mais c'est vraiment important. Participation réelle. Donc ça, c'est vraiment, c'est une des raisons souvent de... J'aime pas le mot échec, mais en tout cas du fait qu'un projet patine, c'est que les utilisateurs ils ont toujours mieux à faire. Donc c'est quelque chose de récurrent. Et les attributions opérationnelles, c'est le fait qu'il faut demander aux utilisateurs de valider vos documents. C'est-à-dire que même si vous avez l'expertise fonctionnelle, ce n'est pas votre banque, ce n'est pas votre mission, ce n'est pas vous qui allez vous faire plaisir avec une super machine à café, il faut qu'elle réponde aux besoins des salariés. Donc vous rédigez une spécification fonctionnelle, c'est à faire valider. À faire valider. Et la chronologie idéale, à moins d'être très très pressé, c'est de d'abord la faire valider par le métier, qui vous dit, on a relu ton document, il est synthétique, ça va assez vite, on a relu ton document, on le valide, c'est effectivement ça qu'on veut. Et là, le process, la chronologie suivante, c'est d'envoyer ce document à la MOE. Mais voilà, pour ça, il faut impliquer le métier dans la validation des documents, dans la participation au test. Vous, en tant qu'expert fonctionnel, vous apprenez les nouveaux outils, des outils qui sont nouveaux pour vous, parce que ça fait juste quelques semaines que vous êtes ici, mais il y a des gens, ça fait déjà 10 ans qu'ils travaillent sur ces outils-là, appuyez-vous sur eux, ils ont une expertise, et impliquez-les dans les tests, dans la recette, dans ce qu'on appelle la recette utilisateur. On peut pas, là par contre c'est pas contractuel, on ne peut pas demander au MOA de tout voir, d'identifier tous les bugs, il y a toujours des choses qui passeront à la trappe, soit par manque de temps, soit parce que l'outil développé il est hyper complexe. Donc il faut, pareil, identifier les utilisateurs que vous allez pouvoir impliquer, parfois ils rushing, mais c'est leur intérêt au final, dans la participation au test, quoi. Les utilisateurs clés. Et puis participation aux actions de formation, là c'est pareil. En général, ça c'est un peu moins difficile. Vous apportez une nouvelle application, un nouvel outil, ou un développement dans un outil qui était déjà existant. A priori, s'ils ont été demandeurs d'une solution, en général, ils acceptent bien volontiers que vous les formiez pour qu'ensuite ils soient autonomes. Voilà, et j'ai mis piloté en général par le responsable MOA. Voilà, si vous mettez en place un comité utilisateur, ça veut dire que, voilà, dans le cas où vous avez beaucoup d'utilisateurs,
c'est à votre charge. C'est pareil, il faut être proactif. C'est pas quelqu'un qui va vous dire oui, alors ici, d'habitude, on fait ça, ça, comme ça. Vous êtes autonome. Et on demande au MOA d'être autonome, force de proposition proactive. Donc n'hésitez pas à dire, même si ça n'a jamais été fait, même si ce n'est pas trop dans la culture de l'entreprise, en tout cas de le proposer et dire bon, il y a plein d'utilisateurs, je perds énormément de temps en aller-retour avec chacun d'eux. Pourquoi on ne ferait pas un comité? Voilà, on en prend 3 clés, ils représentent leurs collègues et comme ça, vous serez beaucoup plus efficace. Un petit mot, parce qu'on entend beaucoup parler des méthodes agiles. Donc, ça s'appelle Product Owner, celui qui représente tous les utilisateurs. En fonction du contexte dans lequel vous allez travailler, on parle beaucoup de l'agilité, donc il fallait que j'en parle un petit peu. Vous avez soit, vous mettez en place un comité des utilisateurs, soit vous avez un Product Owner. Le Product Owner, il dit, moi, je parle au nom des utilisateurs. Donc, c'est l'intermédiaire, et puis, fin de la discussion, on gagne énormément de temps. Mais par contre, il a une responsabilité qui est importante. Alors, un petit mot, je vois que le temps tourne, sur quand même, c'est pas du tout l'objet de la forme du Merry Meeting ce soir, mais quand même les environnements dans lesquels vous travaillez. On voit essentiellement 2 grands types d'environnements, les méthodes de gestion de projet dites classiques, la plus connue c'est le cycle en V, et les méthodes agiles, type Scrum par exemple, qui est la plus connue dans les méthodes agiles. Beaucoup d'entreprises se vantent un peu, se targuent de dire ouais, on fait de l'agilité, chez nous tout est souple. Et en fait, on se rend compte que souvent c'est un mix entre les deux. Les sociétés qui sont 100% agiles, c'est extrêmement rare parce que paradoxalement, l'agilité c'est super quand on a pu la mettre en place complètement, mais ça demande un coût d'investissement qui est colossal au début en termes d'infrastructure, de développement, de serveurs. Parce que comme son nom l'indique, l'agilité, c'est finalement pouvoir faire des mises en prod comme ça, à la volée. Il y a très peu de boîtes qui sont capables de faire ça. Et d'ailleurs, moi, c'est une des questions que je pose, finalement, pour savoir si j'ai affaire à quelqu'un qui fait vraiment de l'agilité ou qui essaye de me vendre de l'agilité dans sa banque, dans sa boîte. Je pose juste une question. Vous faites des mises en production tous les combien? Vos releases, c'est tous les combien? Si vous dites, ah mais non, mais nous, on fait de l'agilité, on en fait 4 par an. Ok. Donc là, le mec est fier de lui. Non, parce qu'ils sont passés de 2 à 4. C'est un doublement quand même, mais on n'est pas dans de l'agilité. Par contre, si vous dites, on en fait 2 par semaine, 2 par semaine, il faut avoir l'infrastructure qui va derrière, sans qu'il y ait aucune livraison qui court-circuite l'autre. Donc voilà, on a beau dire, non, parce qu'il y a un truc qui est à la mode, vous avez remarqué, c'est les tableaux blancs. Il y a des gars, ils mettent un tableau blanc et ils disent, c'est bon, on fait de l'agilité. Donc non, c'est toujours la méthode classique avec un tableau blanc le matin. Donc l'agilité, la finalité, c'est d'être extrêmement souple et pouvoir livrer au fil de l'eau et faire s'il faut 40 releases dans l'année. Donc voilà, si un client vous dit on fait de l'agilité, tout ça, poliment, il ne faut pas le vexer, mais vous demandez gentiment, voilà, vous faites combien de mises en prod par an, par mois, et puis le chiffre, il vous donne une indication si on est plutôt sur des méthodes classiques. Parce que dans les méthodes traditionnelles, en fait, on fait, vous savez, de manière séquentielle. Donc effectivement, l'expression de besoin, le cadrage, ça prend du temps, on centralise tout au niveau du MOA, donc forcément on va livrer beaucoup moins souvent. Et puis il y a les infrastructures qui ont été développées autour de ça. Donc on ne passe pas d'une infrastructure classique à une infrastructure agile du jour au lendemain. Il faut investir de gros moyens. Et les méthodes agiles, voilà, pour ceux qui connaissent un peu, on divise en sous-projets autonomes. Donc là, ça demande aussi une expertise, c'est de pouvoir dire, déjà, il faut avoir l'infrastructure. Ça ne sert à rien de dire, je vais faire plein d'équipes pour diviser en sous-projets. Si, de toute façon, vous êtes imposé à 3 livraisons dans l'année, vos sous-projets, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, il faut quand même que vous sachiez, voilà, les environnements, les 2 environnements dans lesquels vous êtes susceptibles de travailler en ce moment, dans la gestion de projet, c'est classique et agile. Le point de départ, c'est toujours le recueil de besoins. Là où ça change, c'est que dans les méthodes classiques, on centralise les besoins autour du MOA. Donc c'est vraiment le MOA. Là, dans les méthodes classiques, il a de l'avenir, lui. C'est le chef d'orchestre. Alors que dans les méthodes agiles, on divise le besoin exprimé. Donc vous avez l'expression de besoin et vous la divisez en autant d'équipes qui vont être autonomes. Et ça demande une expertise parce qu'il va falloir diviser ces projets en fonction de développements qui ne vont pas empiéter les uns sur les autres. Donc il y a des gens dont c'est les métiers, sont des spécialistes de ça. Et j'ai mis Scrum parce que c'est la méthode la plus connue. Donc là, le recueil des besoins, tout est centralisé sur le MOA. Alors que dans la méthode agile, vous avez différentes équipes. Le besoin est le même, à besoin égal. Vous pouvez le splitter en différentes équipes. Et vous savez pourquoi ça s'appelle Scrum? Moi, je l'ai appris en préparant la presse. Parce que j'entendais tout le temps Scrum, puis je me suis dit, je vais chercher. Ça vient du rugby. Alors, je ne suis pas spécialiste de rugby. Ouais, exactement. Le Scrum, c'est une mêlée au rugby. C'est pour ça que j'ai pris cette petite icône.
L'idée, plutôt que de faire travailler toute une équipe de 15 personnes sur le même projet, là, on les sépare en scrum, donc en équipe, en mêlée. Et c'est vrai, quand vous regardez un match de rugby, dans une mêlée, il n'y a pas toute l'équipe qui se fout dans la mêlée, quoi. On met, je ne sais pas exactement combien ils sont, je ne suis pas spécialiste, mais 5, 6, 7 personnes. Et combien 8. Ah, merci, j'ai appris un truc, c'est ça que j'aime. Donc il y a 8 personnes dans une mêlée au rugby, et ben Scrum, c'est à peu près pareil. Quoi? Ouais, entre 3 et 9 exactement. Donc voilà, une mêlée, après en fonction de la taille de la structure. Et par contre, chacune de ces mêlées est autonome. Alors souvent, le reproche qu'on fait aux méthodes classiques, c'est que finalement, le MOA, ça fait goulot d'étranglement au niveau de sa tâche, de sa fonction. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de développeurs, beaucoup de demandes, tant que les specs ne sont pas faites, validées, souvent, c'est ici qu'il y a un point d'achoppement. Donc c'est vrai que c'est des métiers où, dans les méthodes classiques, on a beaucoup plus de pression en termes de timing, en termes de délivrable, que dans les méthodes agiles, où là, c'est splitté. Et donc, 5 à 9 personnes. Ouais, 3, tu m'avais dit 3. Ok. Bon. Après, il faut être souple, il faut être agile. Par équipe. Et alors, voilà les noms qu'il faut connaître. Hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui travaillent déjà sur des méthodes agiles. Ce qui revient le plus souvent, c'est le Scrum Master et le Product Owner. Donc, Product Owner, on l'a dit, hein, c'est votre... Il n'y a plus de problème d'interviewer les utilisateurs finaux. Vous avez le Product Owner, lui, il dit, moi, je suis dans votre équipe, je suis dans l'équipe Scrum, là, dans la mêlée, c'est moi qui vais parler au nom du métier. Vous n'avez plus besoin de courir par la droite à gauche, c'est le Product Owner. C'est une grosse responsabilité. Et les développeurs qui vont mettre en place la solution. Donc le Scrum Master, pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec un Scrum Master, en fait, je dis, l'expertise humaine, c'est un coach. Voilà. Lui, il fait tout l'humain. La gestion d'équipe, tout ça. Il n'a pas du tout l'aspect technique, il n'a pas du tout l'aspect fonctionnel. Hein. Donc il y a des Scrum Masters qui passent de l'automobile à la banque, à l'agroalimentaire. Peu importe l'entreprise, le secteur d'activité dans lequel ils tombent, eux, c'est gérer l'humain. Le Product Owner, alors par contre, lui, il représente le métier, donc c'est un cadre du métier, du secteur d'activité. Et les développeurs, ils apportent l'expertise technique. Alors je vais un peu vite parce que je vois que ça avance vraiment. Relation MOE-MOA, bon là, c'est relation conviviale et efficace. Ça, c'est vrai que dans les projets, souvent, ce qui achoppe, ce qui fait qu'on perd du temps ou que parfois même les projets échouent, c'est quand dès le début, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais faire confiance, tu vois, c'est effectivement quelque chose de vraiment important, c'est qu'il y ait une bonne relation. Mais convivial, c'est pas se faire des amis au boulot, mais vraiment que ça se passe bien, qu'il y ait un climat de confiance. Donc c'est en ça que c'est important, la relation entre MOA et MOE. Et très souvent, ça achoppe si ça se passe mal, si les MOE ont l'impression d'être fliqués par la MOA. Parce que forcément, hein, en tant que MOA, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on développe rapidement et pas cher. Et quand les gars vous sortent un chiffrage parfois qui est un peu gros, il va falloir justifier ça auprès du sponsor. Et vous vous posez cette question, est-ce que je me fais pas arnaquer par ma MOE? Donc d'où l'importance que c'est d'intérêt pour tout le monde. Parce que si le chiffrage est trop élevé, peut-être, hein, ça peut arriver, des MOE qui se disent, bon allez, la culture dans cette boîte, c'est de surchiffrer. Le risque, c'est d'arriver auprès du sponsor en disant, vous savez, votre petite machine espresso, elle va coûter tant d'euros. Le sponsor dit, très bien, on ne le fait pas. Et puis l'année d'après, on diminue le nombre d'effectifs dans la MOE. Donc c'est un jeu qui est dangereux de chiffrer, parce qu'un jour, on se dit, c'est pas grave, on va délocaliser, on va aller en Inde. La mode en ce moment, c'est la MOE au Portugal, enfin dans des endroits où c'est beaucoup moins cher, quoi. Et le chiffrage, pour le même truc, hein, vous demandez, vous envoyez une spécification fonctionnelle, je sais, je l'ai fait dans différents pays, à différentes MOE du groupe, et ils reviennent avec des chiffrages complètement différents. Relation MOA-MOE, voilà les difficultés. Donc ça, c'est important quand même de le savoir, d'en avoir conscience, puisque c'est un métier relationnel. En fait, c'est un sondage que j'avais vu auprès de MOE, et quand on leur avait posé la question, qu'est-ce que vous reprochez le plus au MOA? On n'est pas au pays des bisounours, il n'y a pas que des super trucs qui se passent entre MOA et MOE. Parfois, il y a des reproches à faire, même si vous êtes tous parfaits. Ce qui revient le plus souvent, c'est le manque de disponibilité de la MOA. Ça, c'est le premier argument qui revient. Le MOA, il court partout, il fait ses specs, il va voir le métier, il va voir le sponsor, il fait des tests, mais il a besoin souvent de préciser avec le MOE le besoin des specs. Donc, se rendre disponible, c'est pas évident. C'est un métier où on est aussi beaucoup sollicité. Alors les besoins insuffisamment précis et stables, ça revient à la définition de la spécification fonctionnelle. On a dit qu'il faut être synthétique, mais il faut être exhaustif. Et souvent, parfois par souci de rapidité, on écrit une spec qui n'est pas complète, et du coup, finalement, on perd plus de temps. On avait voulu gagner du temps, et la MOE revient vers nous en disant
Ben, et là on fait quoi, et là on fait quoi, et là on fait quoi, et là vous perdez un temps fou. Et stable, ça, on est tous victimes de ça. Vous rédigez une spec, vous l'envoyez là et moi pour validation, au métier pour validation. Et il faut qu'ils se dépêchent. Vous leur mettez un petit coup de pression pour que vous puissiez ensuite l'envoyer aux développeurs. Et là, le métier, son grand truc, c'est de dire ouais, alors finalement, on y a réfléchi au truc, on va changer ça, 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 ça. Du coup, votre spec, elle change tout le temps. Elle n'arrive jamais aux développeurs, quoi. Et là, on perd un temps fou. Donc, il faut être capable. C'est pas évident de dire bon, on s'arrête sur une version, quitte à jouer la montre en disant on verra ça dans un autre lot plus tard, mais là, il faut que je donne de la matière première aux développeurs. Donc précis, stable, manque d'engagement de la MOA. Bon, effectivement, il faut s'engager auprès du métier. Et puis, difficulté à évaluer les charges et les délais. Alors ça, et à les expliquer à la MOA, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, les MOE, c'est pas évident de savoir s'ils sont de bonne foi, quoi. Ils vous disent, voilà, ça va coûter tant, vous n'êtes pas technicien, et souvent, la qualité des relations peut se dégrader à ce moment-là. Quand vous demandez, il faut être très diplomate, quand vous demandez à une MOE de vous expliquer le chiffrage, quoi. Parce que vous, ok, vous êtes expert métier, mais vous vous faites une idée d'un développement qui paraît super simple et on vous sort un chiffrage énorme, quoi. Et inversement, parfois, il y avait des solutions qui vous paraissent très techniques fonctionnellement, mais qui sont très faciles à développer. Donc parfois, on a des bonnes surprises, parfois, on a des mauvaises surprises. Il faut juste être diplomate pour se les faire expliquer et pour ensuite pouvoir les justifier ça aux sponsors. Alors, dernier truc, et après j'en aurai terminé, c'est sur les livrables. Après, c'est fini. Allez, c'est un petit quiz. J'ai essayé de voir, de lister, pour préparer ce Merry Meeting, tous les livrables que vous avez à produire. Alors ça, c'est dans le meilleur des mondes. Vous êtes le super émoi, vous arrivez en mission, vous avez votre boîte à outils, et il y a tous les livrables que vous allez devoir faire. On l'a vu dans l'appel d'offres, et souvent les clients, ils le mettent, le MOA sera responsable de la production des livrables. Alors si déjà le mot livrable, ça pose un problème, ça ne va pas bien se passer. Donc, j'ai mis une liste de livrables, et puis j'ai mis MOA et MOE, parce que la MOA des livrables, à elle, et c'est vous qui êtes responsable de la production de ces livrables, et la MOE, elle a ses livrables. Et ils ne vont pas vous apprendre votre métier, vous n'allez pas leur apprendre leur métier. Donc on va voir ensemble, c'est un quiz, on va le dérouler. Alors j'ai choisi une présentation chronologique du début du projet, ce qu'on appelle l'étude préalable ou le cadrage, jusqu'à la fin. Je vais vous demander à votre avis. Voilà, on va terminer là-dessus. Si on a affaire à un livrable qui est plutôt du ressort de la MOA ou de la MOE. Ah, juste une question. En fait, les livrables, c'est clair pour tout le monde ce que c'est qu'un livrable? Ouais. D'accord. Juste une question avant. Est-ce que c'est possible d'avoir les deux qui soient cochés au même moment? Alors, dans le meilleur des mondes, non. Non. Franchement, j'ai étudié le truc en long en large, c'est pas possible. Mais ça, c'est de la théorie. C'est-à-dire, tu sais, on t'a appris à l'école la théorie, ce qui est parfait. C'est ce que je vous expose là. Mais c'est bien de commencer par ce qui est théorique et ce qui est parfait. C'est le but quand on apprend un nouveau métier. Hein, c'est comme en cuisine. On te dit, voilà, une casserole pour chaque truc. Et puis, à l'arrache, tu prendras la même casserole pour tout faire, quoi. Là, c'est à peu près pareil. En théorie, moi, je vous présente tel que ça devrait être fait, mais très souvent, pour des contraintes de budget, des contraintes de délai, parfois la frontière, elle est perméable, quoi. Bon, il y a certains trucs, non, ça bougera pas, mais il y a d'autres choses, ça peut arriver, quoi. Donc, typiquement, on va le voir. Il y a certains livrables, pour ceux qui ont déjà fait des missions MOA, il y a peut-être que vous n'avez jamais produit, alors qu'ils sont dans la liste du livrable MOA, mais on va voir lesquels. Il y en a parfois pour des raisons de temps. Le client vous dit au début, tu sais, bon, les livrables, celui-là, dans l'entreprise, on ne les fait pas, quoi. On fait ça, on fait un truc au téléphone, on fait ça vite fait à l'arrache et tout. Là, c'est vraiment, j'ai essayé d'être exhaustif. Après, en tant que consultant, on doit s'adapter à la culture de l'entreprise. Il ne faut pas vexer le client en disant, c'est nul, vous ne faites pas de, je sais pas quoi, d'études de faisabilité, par exemple. Vous n'allez pas insulter le client, vous pouvez proposer d'en faire une, quoi, voilà, si ce n'est pas dans la culture de l'entreprise de le faire. Alors, le dossier d'expression de besoin, qu'est-ce qui est... C'est un livrable. Attends, quoi? J'ai dit quoi? Qui a dit MOE? Ah, ok, d'accord. C'est bien. Ouais. Mmh. Ouais.
Ouais, tout à fait. Pour cet exemple-là, surtout en AG, je pense que c'est Pour l'exemple que tu as donné, plutôt conception détaillée. mais ouais, là, c'est pour la suite, effectivement, ça va être plutôt. C'est bien, tu anticipes ce que tu dis, ça ressemble plutôt effectivement à la conception détaillée et donc à une proposition de solution de la part de la MOE. Le MOA va dire on voudrait effectivement une fonctionnalité qui fasse le café et la MOE va proposer de mettre un bouton à cet endroit-là, que tu appuies dessus. Donc après, la frontière entre j'exprime mon besoin et je propose une solution, elle est un peu ténue, mais c'est plutôt de la MOE. Mais même si c'est vrai que l'agilité, elle a fait bouger les lignes, quoi. Beaucoup. Donc encore une fois, c'est on va dire un cadre dans un cadre de gestion de projet dans 90% des cas classique, quoi. Donc c'est la MOA qui a recueilli le besoin auprès des utilisateurs. Vous vous souvenez parce que la MOA il y a de l'expertise fonctionnelle. L'étude d'opportunité, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un livrable, hein? Hein? Ouais, c'est le MOA. Il y a l'expertise encore une fois. L'étude de faisabilité. Alors du coup, parce que j'entends plein de trucs. Bon, qui dit MOA? Du coup, j'ai l'impression que quand je pose la question, déjà, ils disent bah non, faut pas dire ça en fait. Ouais, c'est le MOE. Mais est-ce que c'est clair pour tout le monde? En fait, la différence entre étude d'opportunité et étude de faisabilité. Étude d'opportunité, on l'a vu tout à l'heure, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moyen de contourner tout ce développement que ça va coûter? Est-ce qu'il n'y a pas la solution déjà en interne? L'étude de faisabilité, c'est purement technique. Donc là, l'MOA n'a pas l'expertise là-dessus. Il ne peut pas aller voir le sponsor en disant, ou les utilisateurs en disant c'est pas possible. En revanche, si l'IT dit ah non, mais c'est pas possible, bon, ben là, bon, évidemment, ils disent pas ça comme ça, ils argumentent. C'est trop cher, c'est trop complexe, on ne sait pas faire. Donc l'étude de faisabilité, c'est la MOE. Alors, plan de management de projet. On l'a vu, hein, c'est le PM, management de projet, c'est le MOA/PM. Le plan de communication. Plan de communication, c'est... Donc là, on n'est plus dans le cadrage, hein. Là, le projet, il commence à proprement parler. Ben, ça va être quoi les jalons, le calendrier? Comment ça va se passer? Mais on communique à tout le monde, aux sponsors. Voilà, c'est pas genre on bosse dans son coin avec sa petite équipe, les développeurs, puis 6 mois après, boum, ça, on vous livre votre machine à café. Il faut communiquer. Et donc il y a un plan, il y a une roadmap. Mais c'est pareil. L'idéal, c'est de le faire. Après, souvent, il y en a qui le font naturellement. Ils disent voilà, on fait des weekly, on fait des réunions hebdomadaires, bimestrielles, enfin mensuelles, pour dire où on en est. Ce plan de communication, bah, du coup, c'est la MOA puisque c'est lui qui est en charge du projet. Mais ça fait partie des livrables. Le cahier des charges. Alors j'aurais pu faire / spécification fonctionnelle. Bon, ça, il n'y a pas de doute. Le dossier de conception générale. M ou quoi? Eh ouais, ça c'est du technique, hein. Conception générale. Mais voilà, là on est du... Vous avez fait votre cahier des charges, ce à quoi on va arriver, vous le transmettez à la MOE, et eux, ils vont concevoir techniquement comment c'est fait. C'est aussi bien du code que des infras, que des connexions, des serveurs, enfin tout ce qui est technique. Et donc le dossier de conception détaillé. Alors, ouais. Pour le dossier de conception, ça dépend est-ce que c'est fonctionnel ou technique. Dans certaines entreprises, ils distinguent dossier de compétences fonctionnelles, c'est le MOA qui le rédige, et dossier de compétences détaillées. Conception, tu veux dire, dossier de conception. Oui, conception. Ouais, dossier... Conception technique, c'est détaillé. ouais. Les classes, les objets. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais en général, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, dans la majeure partie des cas, quand on parle de conception, c'est plutôt, c'est pas le côté fonctionnel, c'est plutôt pour le côté technique. Mais oui, c'est tout à fait possible, quoi. Donc, général, ben, ça va être c'est pour ça que j'ai mis définition ici. Là, on ne rentre pas dans les détails dans la conception de dossier général, hein. On présente dans les grandes lignes comment ça va être fait. Et puis, au moment où on réalise, ça, c'est l'IT qui se débrouille entre eux. Ils ont fait un document général. Maintenant, ils vont le splitter entre leurs équipes. Qui va faire quoi? Donc, le détaillé, c'est aussi évidemment la MOE. Alors là, franchement, j'ai une question parce que on a eu le problème dans une banque récemment. Qui s'occupe de rédiger le cahier de test? Regardez juste après, il y a le cahier de recettes. Alors, cahier de test, c'est qui? Ouais, le cahier de test, c'est MOE. Là, vraiment, on est dans le choc des cultures. C'est-à-dire que le mot test, on l'emploie à toutes les sauces. Alors, il faut être cool, hein. J'ai l'air comme ça un peu à cheval sur le vocabulaire. Les clients, MOA, le métier, ils disent toujours « Oui, tu as fait tes tests. » Bon, vous les reprenez une fois, vous dites « Voilà, non, tu veux dire la recette utilisateur. » En fait, pour pas s'en mêler les pinceaux, on a choisi deux jargons différents. Les tests, c'est l'IT, c'est la MOE.
par opposition à la recette qui est MOA. Mais en fait, une recette, c'est quoi? Ce sont des tests utilisateurs. Mais le débugage, est-ce que ça se connecte bien, tout ce qui se passe à l'intérieur au moment du code, c'est pas vous qui mettez les mains dans le cambouis et qui allez ouvrir le capot et voir si tout fonctionne bien. En revanche, c'est vous qui mettez le contact et qui essayez de conduire la voiture. Donc on ne dit pas test. Dans ce cas-là, pour faire le distinguo, on parle recette. Mais c'est pareil, ça arrive, c'est dommage parce qu'il y a des consultants qui savent ce que c'est. Et quand on leur pose la question d'entretien, oui, vous avez déjà fait la recette? Mais c'est plus de quoi ils me parlent. Et en fait, c'est juste qu'ils ont fait des tests utilisateurs sur une application qui a été livrée en UAT, par exemple, dans un environnement de test. Et ça s'appelle une recette, donc il faut le savoir, quoi. En revanche, la rédaction du cahier de recette, oui, c'est vraiment le MOA. C'est-à-dire, encore une fois, il y a une culture dans différentes entreprises. Il y a ceux qui n'en rédigent pas, clairement, on peut se le dire. Hein. Il y en a qui disent, ben voilà, tu as demandé un truc, tu prends ta spec, on t'a livré ça, et puis tu tournes les pages de ta spécification fonctionnelle, et puis tu regardes si tout a bien été livré. Voilà. En fait, l'idéal dans la chronologie, mais encore une fois, c'est l'idéal, on n'a pas toujours le temps, vous avez votre spec, et vous rédigez un cahier de recettes. Le cahier de recettes, c'est des bullet points. OK. Quels sont tous les tests que je vais faire qui vont me permettre de dire ce qu'on vient de me livrer, ça répond à ma spec. Voilà. Et comme ça, s'il y a un souci, vous pouvez toujours dire, écoutez, voilà mon cahier de recettes, voilà ce que j'ai coché, ce qui ne va pas, et du fait de ça, je peux ou pas valider ce qui a été développé. Si vous avez rédigé un cahier de recettes, ensuite vous faites, c'est pareil, les entreprises qui ne le font pas forcément, vous avez déjà entendu parler de l'expression PV de recette, procès verbal de recette. Bon, il y a des boîtes qui ne le font pas, il y en a d'autres qui le font, mais c'est pareil, il y a certaines sociétés qui sont attachées à ce formalisme. Vous avez fini de faire vos tests utilisateurs et vous publiez officiellement un procès verbal, c'est un document Word, hein, où vous dites, OK, au vu de ce qui a été délivré, au vu des tests que j'ai faits qui sont recensés dans mon cahier de recettes, je donne un go ou un no-go. Et après, vous donnez l'explication. Bon, si c'est go, il n'y a pas d'explication, mais si c'est no-go, vous dites pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est important parce que là, en gros, vous dites la MO, ce qu'elle m'a livré, c'est pas bon, on ne sera pas dans les délais, il va falloir relivrer d'autres choses, quoi. Ah ben j'ai cliqué. Plan de formation. Bon, ça, évidemment, c'est la MOA, puisqu'il a l'expertise à la fois métier et parce qu'il a fait la recette, il sait, il connaît l'ergonomie de l'évolution qui a été livrée. Le dossier de mise en production. Ouais. Bah, là, je l'ai mis dans la rubrique mise en service. Mise en service, tout de suite, on se dit, bon, c'est pas le MOA qui va faire les mises en prod le week-end et tout, quoique parfois il est impliqué dedans, mais voilà, c'est surtout des tâches qui vont impliquer la MOE, la mise en production, le dossier d'exploitation, le manuel d'exploitation, tout ça c'est des trucs hyper techniques sur les serveurs, quand est-ce que, je sais pas moi, quand est-ce qu'il y a du routage, quand est-ce qu'il y a des connexions, quand est-ce que ça s'arrête, du temps réel, c'est vraiment que des considérations techniques, mais elles sont importantes, il faut les connaître. Procédure utilisateur, c'est le MOA. Alors la procédure utilisateur, ouais, je pourrais le changer. En fait, c'est user guide. Je sais pas, il y a peut-être parmi vous qui ont déjà écrit des user guides. Le guide utilisateur, c'est pas les mots qu'il a fait, hein, puisque le guide utilisateur, il doit être user friendly, c'est-à-dire dans ce guide utilisateur, ces procédures utilisateurs, vous parlez pas de la technique qu'il y a derrière. De toute façon, c'est pas votre champ d'expertise, mais c'est voilà, on a livré un nouvel outil. Bah, c'est le mode d'emploi, tout simplement, quoi. Et l'exploitation, dossier de maintenance. Bon, ça sonne assez intuitif, c'est la MOE. Et le bilan du projet, qui fait le bilan du projet? Qui était responsable du projet? Bah, c'est le MOA, voilà. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que... Non, bon, j'ai pas été très synthétique, mais le but, c'était d'être le plus explicite possible, et en tout cas, le plus exhaustif. Et vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Moi, je suis consultant Meritis. Vous avez vu dans l'invitation mon nom, mon mail, bah, c'est comme vous tous, avec @meritis. Ceux qui veulent le support ou qui veulent me poser d'autres questions après. Voilà. C'est pas évident comme exercice parce que c'est un métier qui est extrêmement large. Vous avez vu énormément d'interactions et on pourrait, rien que sur les méthodes par exemple, j'ai évoqué les méthodes agiles, mais ça pourrait faire l'objet de 3 Mary Meetings, quoi, ou le cycle en V, juste. Donc c'est un métier qui est super riche, qui a de l'avenir. Tant que les entreprises, elles auront besoin d'innover, et a priori c'est la condition de leur survie, elles mettront en place des projets, et donc elles auront besoin de MOA. Ah, c'est une belle conclusion. Bon ben voilà, je reste là-dessus. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ont soif, il y a plein